T'insinues que je suis gros? Oui. Ok. Je pense qu'il n'y a rien de plus restreignant qu'un déficit pas agressif. Environnement en déficit, c'est un des trucs les plus importants. Déjà, un truc important, Romain, t'as commencé ta prep? Quand j'ai fini la prep, je prends 100 balles et je vais là-bas. Je trouve qu'un année de bac, c'est un peu comme un deal 2. Ça peut se planifier en avance, mais ça doit surtout se planifier en conséquence des données que tu analyses, quoi. Putain, nickel, hein. Ouais. Excusez-moi. Moi, je pense que pour être un bon coach, tu vas être un champion du monde pour trouver des solutions. Tu vas avoir à l'opposé, tu sais, aux deux extrêmes, le coach qui va pas du tout écouter son client, qui est un vrai con, honnêtement, tu vois. Et t'as à l'autre opposé, le coach qui va être du coup beaucoup trop friendly. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 10 de la saison 2 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super, et toi, JR? Bah ça va super. Épisode 10, ça y est. On est que tous les deux aujourd'hui. On est que tous les deux. Ça fait bizarre. Ouais, bon, ça, on a là, ça fait un bail qu'on n'avait pas fait d'épisode avec un invité quand même. Ouais, c'est clair. Ça faisait- C'était bien, hein. Ouais, c'était bien. J'espère qu'il vous aura plu. Il est pas encore sorti à l'état là où on tourne cette vidéo. Il sortira dans un petit moment d'ailleurs, hein, parce qu'il y a il sort vendredi, celui le 8. Ouais, Et donc dans 2 semaines, il y aura le 9. Donc en fait, on a de l'avance. on a un peu d'avance parce que Ouais. justement, après nous, on a un mois là où on part. Mhm. On va un peu bouger, on va un peu vadrouiller. Donc on va en parler sûrement au début du podcast. On peut en parler d'ailleurs. mais du coup, on sera pas... on pourra pas faire de podcast du coup pendant un mois. Donc on a essayé de décaler un petit peu pour que vous ayez quand même des podcasts et que vous n'ayez pas une trop longue pause. Mais je suis même pas sûr qu'ils s'en rendent compte. Parce qu'au Bah. final, par rapport au temps et par rapport, vu qu'on a fait des fois où on a mis Moi, je pense que 2 ça va. semaines. Il y aura peut-être une semaine de décalage, mais ça, je pense que ça va pas se voir. Ouais, ouais. Parce que du coup, moi je pars en Angleterre là, à partir du 26 parce que j'ai une compétition avec une athlète. Ensuite, du coup, je vais à Marseille. Et ensuite, je retourne en Bretagne. Et ensuite, parce que ça sera mon anniversaire. Pas mal. C'est quelle date, Gir? Ouais, c'est le. Oh. Attends. C'est le 13 avril. Ah ouais, décembre. Putain. Et Des je sais choses. que moi, je suis très très nul pour Ah ouais, je suis trop rappeler. nul. Toi, tu m'aurais dit ça, je sais pas, gros. Je suis combien, moi? Ça, c'est en décembre, mais je sais plus exactement. Putain, t'es mon enfant, ouais. C'est genre le 12, non? Non. C'est pas le 18? Le 20? Vas-y. T'as encore une chance. Le 22? Tu t'éloignes de fou. C'est le combien? C'est le 10. Ah ouais, putain, j'étais pas loin au début. Ouais, mais ouais, au début. Après, tu Chier. t'es éloigné de baiser. Ouais. et après, du coup, Je vais te on va- reposer la même question le prochain podcast. je m'en souviendrai pas, je pense. En vrai, il y a des choses que j'oublie aussi. Hein. Ta date d'anniversaire. La tienne. La tienne. Et surtout, on va aussi il y a un séminaire pour RTS. Je voulais qu'on en parle après. Ouais. Bah, si tu veux, on pourra détailler un peu. On Mais pourra du coup, détailler. on va drouiller pas mal. On sera de retour, je pense, en Roumanie Ouais. fin avril. Et du coup, moi, je rentre aussi en France à la fin du mois, un petit quelques jours après que Romain rentre. Et bon, juste là, pour le coup, je rentre chez moi à Tours. Et puis après, du coup, je vais aussi au séminaire avec Romain à RTS. Bon, ça, on en parlera juste après. Bah, on peut en parler maintenant en réalité. Oui, on peut en parler maintenant. On peut en parler maintenant. Bah, c'est quoi RTS, Romain? RTS, c'est une formation. Je sais même pas exactement d'où ça vient pour le coup. Alors, tu veux dire les lettres ou. Non, je sais pas de. Ah, de quel pays? Ouais. Mais si c'est Resistance Training Oui, je savais que c'était ça. Je sais plus en tête. Science, non, un truc comme ça. Spécialiste? Ouais, spécialiste. Ouais. Mais en tout cas, je sais pas par contre d'où ils viennent les mecs qui ont. Je pense pas que c'est Amérique. Enfin, quoi, en vrai, j'en sais rien. Attends, je vais vérifier en 2 secondes. Mais en tout cas, c'est anglophone. Et ils viennent du coup faire un séminaire. Donc, c'est où exactement? J'oublie toujours le nom. La ville. C'est à Besançon. À Besançon. Et du coup, ça sera dans le studio De Vivian. De Vivian. De Vivian Et du Tisserand. coup, c'est The Prep Dad qui fait, parce que du coup, c'est Henri qui va faire la traduction. Il va faire la traduction, ouais. Donc, Ouais, parce que Benny, c'est ça son nom, le gars qui fait Ouais. ça? Il parle vachement vite l'anglais. Moi, tu sais que j'ai vraiment du mal à comprendre son anglais. Hein. Enfin, genre, il parle super vite. Alors, je pense qu'il fait un effort que ça reste peut-être à des étrangers, mais c'est quand je l'écoute sur les réseaux, mec, heureusement que Louis, il est là pour faire la trad parce que. ouais, je pense qu'on suivrait un peu. Ouais. Parce qu'en plus, avec les langages spécialistes et tout, enfin, tu vois, ça peut être. Ouais. Et du Autant il coup- y a des gens, tu sais, en l'anglais, genre Martin McDonald, je trouve ça va. Ouais, tu comprends la Martin. Je comprends très très bien son anglais, mais parce que je pense que c'est un excellent speaker, tu vois. C'est un orateur de malade. C'est un orateur de fou furieux. Ouais. Bon, je dis pas que Benny c'est pas le cas, mais il parle super vite, tu vois. Et Bon, c'est un moins bon orateur que. oui, c'est sûrement un bon faut orateur. être, Oui, il faut être factuel. Mais sûrement qu'il anime bien, mais en tout cas, je Oui. l'ai pas vu encore actuellement. Mais je pense que là, en tout cas sur les réseaux, il parle trop vite, quoi. C'est une dinguerie. Ouais, c'est compliqué. Donc quand t'es anglais, je pense que ça va, mais quand t'es français, Tu suis un peu, ouais. Et du coup, RTS, ça a été créé par Tom Purvis. Oui. Et ça vient des États-Unis, du coup. Ok. Et Oui, du coup, bah, il y a ça, oui, RTS ok. Level 1, RTS Level 2 et il y a RTS Mastery. Du coup, nous, ce sera RTS Level 1 pour l'instant. C'est la première édition en France. Donc, on a encore des précurseurs JR. Ouais, encore. Donc, ouais, ça va être cool, je pense. Ça va être Ouais. cool. Ça parle du coup pas mal de biomécanique. Donc, c'est cool. Ça va ramener un peu
des nouvelles connaissances et tout, je pense que ça va être intéressant. Enfin, moi, c'est un truc qui me fait bien kiffer tout ce qui est bioméca et tout. Donc, Et puis je crois, alors je me trompe peut-être dans ce que je vais dire, mais je crois que Tom Purvis c'est un peu le mentor de pas mal de mecs que tout le monde connaît, c'est-à-dire Cass et Manson, oui, tous les mecs, ou même, comment il s'appelle? Bah non, même pas, parce que j'allais dire une connerie. Mais voilà, Cass et Manson déjà. oui, c'est le mentor, je crois, de Et pas mal même de... d'autres mecs que moi-même je connais sûrement pas, qui sont un peu dans le milieu biomécanique. Et derrière, du coup, c'est un peu le précurseur de tout ça, quoi. Au Ouais. niveau de l'application de la biomécanique à l'hypertrophie. De ce que j'ai cru comprendre, parce qu'encore une fois, je connais pas non plus son parcours à 100%. On va chercher les sources au plus près, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va être pas mal. Et puis ça va me. Bon, ça va être cool, ouais. Moi, ça va me remettre dans une formation biomécanique. Ça faisait un bac que j'avais pas fait, parce qu'avec Mac Nutrition qui était passé, plus après, je me suis plus penché sur les formations prépa body. Donc c'est vrai que j'ai complètement. Enfin, j'ai pas délaissé totalement, mais j'ai délaissé factuellement juste mon apprentissage autour de tout ça. Donc je pense que ça peut me remettre un peu dedans, ça va être cool. Ouais, je pense qu'on va kiffer. Puis ça va être des nouvelles connaissances, je pense que. Ouais. Parce qu'il y a un peu tout ce qu'on entend régulièrement. Là, je pense que ça va faire vraiment du sang neuf, des trucs qu'on connaît peut-être vraiment pas, tu vois. Là, je crois qu'on va parler par exemple de biomécanique un peu plus spécifique, genre de la colonne, etc. Ouais, et puis je crois qu'il y a quand même des tips pratico-pratiques qui Ouais, sont bah oui, donner c'est- des cues de coaching, tu vois. C'est tout l'intérêt de faire du coup le séminaire, c'est que du coup là on va pratiquer, on va voir, on va mettre vraiment un peu science into practice, Ouais. quoi. Bah, et puis je sais que Benny, pour le coup, je crois qu'il coach encore en présentiel. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui est quand même là du terrain, tu vois. Ouais, c'est un mec qui est dans le, ok, ouais. Ouais, qui est quand même dans le. Ce qui est stylé, quoi. J'ai l'impression, je le vois souvent dans ses stories. Ouais, quand moi il- aussi. Et je crois qu'il y a beaucoup de séminaires aussi. Hein. Oui, il fait sûrement un peu de tout, tu vois, mais je sais que je le vois des fois qu'il coach, j'ai l'impression. Donc je pense qu'il est quand même vachement dans. Il est pas seulement dans la pratique, dans la théorie, tu vois. Ouais. Il est également vachement dans la pratique et dans les cues qu'il peut sûrement amener à ses clients, quoi. Ce qui est, je pense, intéressant parce que bon, Bah oui, c'est toujours, c'est bien beau la branlette de la théorie, mais il y a Bah, toujours. c'est même, je pense, l'essentiel. Hein. On pourrait même passer totalement sur la théorie, mais juste se concentrer sur OK, qu'est-ce que vous donnez comme cue à vos clients. Vous aurez bien meilleurs résultats en vous concentrant là-dessus que juste en concentrant sur la biomécanique pure, même si les deux sont très très bien ensemble. Hein. Oui, il faut les Mais deux. si on devait choisir, tu vois, je pense que les tips pour vos clients et la théorie pure, même si vous pouvez réussir à trouver des tips en ayant la théorie en tête, mais si vous avez que la théorie en tête, vous aurez potentiellement pas directement les tips. Tandis que Ouais, vous avez les tips. il va manquer vos tips purement sûrement la merde parce que vous les aurez jamais mis en pratique, quoi. Mais si vous comprenez pas pourquoi les tips sont là via justement le fait que vous n'avez pas fait de la théorie, bah du coup, si vous êtes confronté à quelqu'un qui galère à mettre en place par exemple le tips que vous avez en tête ou que vous avez appris, bah d'ailleurs c'est plus compliqué du coup de le corriger parce que vous n'avez pas la théorie. C'est un peu on oppose la théorie et la pratique alors qu'en réalité les deux sont liés. Hein. Ce que j'allais dire, il n'y a pas d'opposition à mettre, c'est vraiment juste. Non, du tout. Les deux se complètent complètement. Quoi. Ouais, 100%. Ok. Est-ce que tu veux qu'on commence du coup par les. Bah, on a quelques réflexions Ouais. cette semaine, quelque chose, deux, trois petits trucs à dire. Pour finir juste sur les formations, du coup, moi j'ai aussi là j'ai pris aussi une autre formation sur pareil la douleur. Bon, pour ceux qui connaissent, je pense pas, mais Relief Rehab. Donc c'est c'est une formation du coup sur. C'est un peu la douleur appliquée au powerlifter. Mais du coup, il y a plein de parallèles que je vais pouvoir tirer parce que c'est un kiné, etc. Donc, il parle aussi de sa façon de coacher, comment il voit les douleurs, comment il coach les douleurs sur du power. Et donc, c'est clair qu'il y aura des parallèles à faire à l'entraînement. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, même si c'est assez spécifique power, je sais que j'aurai des parallèles que je pourrais mettre pour l'hypertrophie, quoi. 100%. Et pour de le bodybuilding. pouvoir trouver des choses à t'en retirer par rapport à ça, ouais. Du coup, on a pas mal de choses à aborder aujourd'hui. Bon, déjà, normalement, on a un gros sujet qu'on était censé faire avec Yann, mais qu'on n'a pas eu le temps de faire. La dernière fois, c'était le sujet du coup sur réussir sa sèche. Donc, on va essayer d'en parler aujourd'hui. On a quand même pas mal de petites choses à dire par rapport à tout ça, mais on a quand même nos sujets au préalable avant. Déjà, un truc important, Romain, t'as commencé ta prep? Ouais, j'ai commencé ma prep, puis pareil. Comment ça se passe? Moi, ça se passe que là, j'ai faim, là. Là, j'ai un petit coca parce que j'ai le ventre qui carouille. Pepsi. Voilà, un petit Pepsi, ouais. Bien sûr. Non, parce que du coup, j'ai essayé de faire du jeûne intermittent parce que moi, ça me va bien. Donc 2400 calories pour commencer. T'étais à combien en fin de prise de masse? 3600. 3600. Il m'a tapé un beau moins 1200 calories. En fait, la stratégie que j'avais en tête vis-à-vis de Romain, c'était déjà pas que Romain il galère à manger, hein, clairement. Donc c'est pas. En vrai, je galérais pas à manger, mais ça commençait à tirer, quoi. Ouais, enfin mec, tu galères à manger. Tu finissais tes repas, mais genre. Oui. Moi, c'est pas en PLS non plus. J'avais marre, et puis en plus, tu faisais. Enfin, à 36 oui, j'optimisais. genre. J'optimisais pour pas. Mec, t'avais v'là les jus, t'avais v'là. Enfin, c'était abusé, tu vois. Mais du coup, voilà, Romain, c'est vraiment quelqu'un qui a pas faim, à la base.
Et du coup, je me suis dit qu'autant aller agressif, entre guillemets, hein, dès le début, et du coup faire un drop du coup de 1200 qui amènerait à potentiellement faire perdre 1 kg de masse grasse semaine, ce qui a été globalement le cas. Il donne quoi son poids de corps ce matin? 1 kg, 80,1 pardon. Donc pareil, je suis à 200 grammes par jour à peu près. Ouais, c'est ça. Donc ça drop ça drop vraiment de manière très linéaire parce que du coup, je mange la même chose que je mange tous les jours avec des horaires très précises. Ça me permettra du coup avec Romain d'être agressif au début et de potentiellement, si on voit qu'il drop très vite, soit de maintenir la même chose parce que juste son poids de corps est moins élevé et du coup il va se maintenir au même total calorique avec du coup peut-être moins de déficit juste par conséquence du fait que tu es moins lourd, tu vois. Ça peut juste s'agencer un peu comme ça. S'adapte et voilà, tout. C'est ça. Donc du coup on aura peut-être même pas de modification à faire ou au contraire on pourra peut-être même pourquoi pas mettre plus de calories si jamais on estime que Romain du coup il se dépense assez pour le faire et que on peut du coup ralentir un peu la vitesse de déficit, la vitesse de perte de poids. Donc on verra à ce moment-là, mais ça peut être une stratégie. Donc là l'idée c'est d'être agressif là où il a pas faim et de l'être un peu moins là où il aura faim tout simplement. Ouais, et du coup j'ai aussi on a augmenté un peu la dépense, je suis à 10K step. Sachant que je pense qu'il était quand même déjà de base, c'est que là tu traques les steps avec ta montre. Oui, avant j'avais pas de montre pour traquer mes steps, mais en fait je me rends compte que non, je pense que j'étais peut-être pas à 10K, j'étais à 8K plutôt. T'as 8K tu penses? Ouais, là je marche quand même un peu plus. Donc je suis à peu près à 10K steps par jour et la semaine dernière j'étais quand même à plus que ça puisqu'il y a Bertrand qui était là, donc on a beaucoup bougé, on a fait du squash et tout, de la piscine, enfin on a fait pas mal de trucs, donc ça fait que je me suis beaucoup dépensé la semaine dernière. J'ai eu pas mal de force la semaine dernière parce que c'était la première semaine. Mais je me dis aussi ça se trouve c'est que tu dépensais aussi beaucoup. Hein. Non, moi je te dis j'avais faim. T'avais faim parce que... J'avais faim parce que c'est la première semaine. En fait vu que tu m'as grave les cales, je pense que j'étais pas habitué, tu vois. Donc il y a eu un peu un oula putain, il y avait pas beaucoup à manger. Et surtout on a un air fryer du coup maintenant. Et genre je faisais des petites patates au début. Et du coup ça réduisait le volume de malade mental. C'est un banger l'air fryer. Ah ouais, JR disait que les patates au micro-ondes c'était sous-côté. En fait il a compris, bizarrement il fait plus de patates au micro-ondes cet enfoiré. Bizarrement. Non mais en vrai les patates, non, je maintiens sur le fait que les patates au micro-ondes c'est surcoté. C'est sous-côté. C'est sous-côté. Mais le air fryer c'est quand même vachement meilleur. Ah. Je vais pas dire le contraire. Et franchement là je revis même moi là au niveau... Là, ça se tape des grosses patates tous les jours parce que. Mec, j'ai 700 grammes de patates le soir là. Ça régale. Bon, ça commence, c'est dur aussi. Hein. Sans filer 700 grammes de patates, mais. Ouais, avec un max de ketchup, ça passe bien quand même. T'as combien de grammes de ketchup dans ta diète là? J'ai 100 grammes par jour. 100 grammes par putain, enfoiré. 100 grammes le midi, 50 grammes le midi, 50 grammes le soir. Donc là, même là, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, la diète de Romain, actuellement, là, elle est même pas optimisée pour sa satiété. Quoi. T'as quand même là les lipides. Tu sais combien j'ai de lipides ou pas? Tu m'as dit 90, non? Ouais, 90, 87. Ouais, voilà. 90 grammes de lipides, donc plus qu'un gramme par kilo de poids de corps. T'as quand même du ketchup, tu vois, au niveau des choix alimentaires, t'as pas non plus fait les choix qui. Non, j'ai déjà t'as quand même des pommes de terre. Patates, pommes de terre, poulet, j'ai quand même des légumes. Mais... Parce que du coup, Romain s'est créé sa propre diète. Moi, je lui dis les calories, puis en gros, il s'est créé après, puis j'ai checké, puis voilà, j'ai validé. Mais l'idée, c'est juste que tu te fasses tes propres choix. Moi, je pense que c'est bien en prépa, et c'est ce que j'ai dit quasiment à tout le monde, parce que là, tous mes athlètes sont en pré, je vais y revenir après. Mais j'essaie de voir avec tout le monde. Pour définir du coup un plan qu'ils avaient envie de suivre, et je leur ai pas dit ok tu manges riz point barre, tu vois. Je leur ai dit écoute, tu veux manger quoi, à quel moment, oui, bien sûr, pour qu'ils puissent adhérer au plan, et que le plan par contre ne change pas de jour en jour, parce que moi ce que j'ai envie là pour le coup quand je suis en prépa avec mes athlètes, c'est qu'ils gardent le même plan quotidiennement. Idéalement, je dis pas qu'ils peuvent pas changer pour des riz ou des pâtes, mais c'est juste pour maintenir, en particulier à la fin, encore au début j'accepterai de faire des choix différents, mais idéalement de maintenir la même chose tout le temps pour juste qu'il n'y ait pas de variation de poids en lien avec la digestion, ce genre de choses, et que les observations que j'observe en termes de... le poids de corps que j'observe quotidiennement durant les bilans soit réellement lié à une perte de poids, ou du moins soit le moins possible lié à des variances liées à la digestion, ce genre de choses, tu vois, ou de la rétention d'eau, ou que sais-je. Donc, vas-y, continue. Non, du coup, j'ai décidé de faire un plan fixe pour tous mes clients, pour le coup, vrai plan fixe, mais par contre avec des choix qu'ils auraient définis en amont, qu'on a définis en amont ensemble. Ouais, je pense que c'est bien. Moi, j'ai fait une strat un peu différente avec Alexis, qui a commencé ça après. Ouais, tu m'as dit. Mais du coup, c'est un peu... Déjà, Alexis est très éduqué sur la nutrition, enfin relativement éduqué, et il a toujours eu l'habitude d'être flexible. Donc je lui ai dit, pour le début, pour moi, ça me pose pas de souci que tu sois en dette flexible. Si tu m'envoies, par contre, du coup, il m'envoie quand même ce qu'il mange, et globalement, en fait, il mange tout le temps la même chose. Hein. Ouais. Plus, il y a des petits trucs qui changent, mais ça lui laisse un peu de liberté sur ce début de prep. Par contre, je lui ai dit, après, on basculera clairement sur un plan plus fixe, parce que plus on avance dans la prep, plus il y a de risques que changer les aliments, ça puisse trigger, ça puisse moduler l'appétit, la réponse en termes d'appétit sur chaque repas, et donc l'adhésion à terme. Il y a aussi le risque que changer d'aliment, on se trompe, hop, on a plus de calories. Donc, putain, nickel, hein. Ouais. C'est cool, hein. Excusez-moi.
Il a soif, je veux dire. Donc, ouais, moi je suis parti là-dessus, mais je pense qu'un plan fixe, ça reste quand même. Ouais. Et qu'est-ce bon, qui va. Attends, excuse-moi. Qu'est-ce qui va faire que là, tu vas faire passer d'Alexis au plan fixe, enfin de Netflix? je pense que ça commencera à être vraiment dur au niveau de la fin, tu vois. Mm. Enfin, là, pour le coup, il a assez fort parce qu'on a commencé on a fait la même strat. De toute façon, avec Gir, pour nous, la strat pertinente, c'est de commencer agressif. Enfin, c'est juste Ça logique. dépend des individus, mais oui, globalement. En général, le but, c'est pas de finir agressif. Donc, si il faut avoir de la marge, donc pour avoir de la marge, on peut se dire, ok, quand t'es assez gras, bah, autant commencer assez agressif parce que t'as de l'énergie, parce que t'as la capacité de le faire, t'as moins de risque de perdre du muscle, etc. etc. quoi. Et c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Ok. Donc là, t'as combien d'athlètes en prep là? Un seul. Un seul. J'ai Yann on a retardé un peu sa prep, Yann, puisque il est en maths physique. Et étant donné que du coup il a besoin d'être moins sec et que Yann Déjà sec. est déjà relativement sec, que Yann va sécher très très vite puisqu'il veut faire du cardio, puisqu'il a un super environnement là dans les mois à venir, puisque je le connais très très bien, je le coach depuis un bon moment, donc j'ai aucune peur sur le fait que ça va bien se passer, tu vois. Donc je sais que j'ai pas besoin d'avoir une marge de malade mental. Et je connais aussi ces zones de stockage, je sais où il perd pas. Et les zones où il perd pas, c'est les zones qu'on verra pas en fait. Donc genre son cul et ses quads. Donc en maths physique, on ne voit pas ses fessiers et ses quads, ou en tout cas très peu. Donc son haut du corps sera shred largement avant son bas du corps. Et donc je pense que là tu vois, il est à 90 kg. Je pense qu'il a 12 kg à perdre grand max, tu vois. Et Yann, je peux te dire que... Et puis Yann mange énormément. Yann mange 5000 calories à peu près, je pense, par jour. C'est un truc de fou. Et je pense que quand il va arrêter de manger qu'il va avoir un plan, il va son poids faire. Ouais, bah. Et puis il a une dépense de mésé aussi. Oui, et puis là, il fait pas de cardio. Mais Yann, quand ça va être les beaux jours, il va faire du cardio direct. Tu vois. Ah, il faisait pas un peu de run des fois? Bon, si, mais il fait un run par semaine, quoi. Ouais, bon, c'est déjà cardio, quoi. Ouais, pour lui, c'est rien. Oui, Pour lui, c'est rien. rien, je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. Ok. Et j'ai quand même fait le fit aussi qui est en prep, quand même. Hein. Mais bon, ça, c'est une prep qui date d'avant. Et puis là, on va monter sur scène bientôt, quoi. Donc, fin de prep. Donc voilà, globalement sur ça. Et moi j'ai tous mes athlètes là qui sont à prep actuellement. Donc je vais citer un peu tous et dire un petit peu où on en est, même si en soi c'est globalement le début pour la plupart. J'ai Inès qui est en prépa. Déjà j'ai commencé avec, pour refaire dans l'ordre, Adrien qui est en prépa depuis maintenant je crois fin janvier. Donc ça fait à peu près 6-7 semaines à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, enfin du moment où on tourne ce podcast. Donc on est à peu près sur 1 kg semaine. Il y a eu quelques fois ça stagnait un petit peu, mais c'était beaucoup de la rétention d'eau. Et là ça finit par continuer tranquillement sur du 800 grammes, 1 kg. Donc on est vraiment sur une belle allure de croisière. Il a l'air bien en plan, tout va bien. Inès pareil, vraiment même chose, on a commencé début février ensemble, la prep, sachant qu'on avait fait une pré-prep avant, une phase de maintenance, puis là maintenant on est de nouveau en prep. On est à peu près sur 800 grammes, 1 kg semaine là de souvenir. Donc pareil, tout se passe super pour l'instant. Et même chose, hein, on a été on est même moins bas. On est moins bas que ce qu'on était en pré-prep. Et on perd, je dirais, soit pareil, si ce n'est même peut-être même un peu plus. Donc je pense qu'il y a peut-être une meilleure adhésion au plan, vu que du coup elle est vraiment en prépa. Donc là, prep, ouais, à rester sur le plan à 100%, tu vois. Chose qu'en pré-prep, j'étais un petit peu plus, je vais pas dire laxisme, un petit peu plus flexible, tu vois, sur ce qu'elle pouvait faire à côté, etc. Donc ouais, tout se passe bien à ce niveau-là. Bon, Romain, du coup, début de prep. Julien, pareil qu'un de mes athlètes, on a commencé du coup il y a 2 semaines, je crois, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, où je tourne ce podcast. Et pareil, on est sur du 1 kg semaine. Bon, Julien est quand même assez sec de manière générale. Donc je pense qu'on va peut-être finir par ralentir un petit peu. On n'a pas beaucoup, je pense qu'on a peut-être 15 kilos à perdre. Tu vois, il y a des gens aussi où j'estime qu'il y a peut-être un peu moins à perdre que d'autres. Ouais, je pense que moi je suis pareil, hein, j'ai 15 kilos ouais, je pense, grand max. Hein. Ouais. Toi on avait dit 68 grand max? Bah je pense 67, 68. Ouais, 67, 68 je pense. Hein. Je ferais pas 65 à mon avis. Hein. Non. Enfin, mais 60, combien toi? 78. Ouais, c'est sûr que tu fais. Je ferais pas PDC moins 13 ans. Non, c'est sûr. Sinon là mon ego va prendre un coup si je fais PDC. Bah, puis au-delà de ça, je pense qu'arriver à un stade aussi, faut rester raisonnable sur une première. Première prep, tu vois. Oui, puis c'est juste la réalité au bout d'un moment. Et puis tu peux pas non plus descendre trop bas, quoi. Faut juste être sec au possible. Lui, c'est d'être écorché, tu vois, mais pas d'être. T'es obligé de. C'est pas vif non plus, quoi, tu vois. Pas être un squelette. Et j'ai quelques personnes qui ont commencé. Benoît, Marius, Maxence, Nico. Bah, Nico qui a commencé depuis une semaine aussi. Il t'envoie des vidéos de mozzarella, ouais. Ouais, c'est un malade. Et Charlène qui a aussi commencé il y a maintenant 2-3 semaines, je crois. Et pareil, le poids de corps suit son cours, une petite perte de poids un peu moins importante que 1 kg, mais on est sur du 500 grammes, quelques petites stagnations des fois, mais on essaie d'ajuster, on a ajusté il n'y a pas longtemps. Donc globalement, tout se passe bien. Et justement, par rapport à la perte de poids, est-ce que j'ai voulu mettre en place aussi pour certains d'entre eux
où j'ai estimé que j'avais du mal à observer la perte de poids en elle-même et que j'estimais qu'il y avait peut-être des fois des variances au niveau de la rétention d'eau, c'est que j'ai demandé à ce qu'ils prennent leur mensuration, leur tour de taille notamment, quotidiennement. Et du coup, ils prenaient leur mensuration au niveau de la taille quotidiennement pour que je puisse observer et mettre en corrélation avec le poids de corps, tu vois, et voir si ça bougeait à ce niveau-là, en plus d'observer le poids de corps, tu vois. Ouais, je pense donc que c'est ce que j'ai fait pour Charlène, ce que j'ai fait pour Adrien, les deux qui avaient du coup du poids de corps des fois qui remontait, qui rebaissait. Et que ça me permet de, même si c'est pas la donnée la plus importante, c'est pas la donnée qui va me faire me dire ok on est bon, tu vois, mais si je la mets en corrélation, voilà c'est ça, si je la mets en corrélation avec le reste, que je vois que du coup il y a une perte de poids légère ou peut-être qu'il y a une stagnation, mais que je vois que les mensurations ils baissent de fou, je peux en déduire qu'il y a peut-être une rétention d'eau, ou même si je vois que le poids de corps fait des trucs bizarres, mais que je vois que la taille baisse, bah je peux me dire potentiellement on est bon, tu vois. Ouais. Donc ouais. C'est ce que je disais dans Young Trainers Programming que les données prises de manière isolée sont souvent pas pertinentes, mais que c'est toutes les données mises en corrélation qui sont très intéressantes, quoi. Ouais. Et bah d'ailleurs, bon point de transition, bonne transition, bon pont. On vous l'a dit la dernière fois, on était en plein dans le tournage des vidéos Young Trainers Programming, et je vous annonce un truc, c'est que moi il me reste que seulement quelques vidéos à tourner, donc je pense que dans une semaine j'ai fini de tout tourner. Moi il y a un monde où dans une semaine j'ai fini de tout tourner aussi. Donc là, il nous restera juste la logistique. On est quoi là? On est mars, on est quasiment fin mars. Fin mars, on a tout tourné, normalement. La logistique devrait se faire début avril, durant le mois d'avril, et normalement en mai on sort. Et j'ai mal pensé. C'est le projet. Et j'ai mal pensé. Après, est-ce que ça va vraiment se faire? Parce qu'on n'est jamais. C'est pareil, là, encore une fois, là, on rentre dans un domaine au niveau de la logistique d'une formation qu'on connaît pas forcément. Qu'on connaît pas. Donc là, on sait même pas toutes les choses qui vont être sur notre chemin, qui vont faire que ça va peut-être ralentir du coup la sortie de la formation, sachant qu'en plus on ne sera même pas à côté, du coup là on sera même pas en Roumanie, donc on vivra pas ensemble à ce moment-là, donc ça peut rendre difficile ou du moins ajouter de la friction à tout ça, mais ouais. Après si kidnappe de daron, je pense qu'en mai ça sort. Alors je t'explique, si kidnappe pas de daron, je pense que fin mars ça sort. Je pense que ce soir j'ai fini de tout tourner. C'est terminé. Ce soir j'ai fini de tout tourner, mais c'est vrai mec, hein. Oui, c'est tellement vrai. Mais le truc c'est que c'est pareil, c'est que cette rhétorique-là, déjà, tu peux pas l'utiliser sur moi. Premièrement, c'est impossible, vu que c'est moi qui l'ai inventé. Premièrement. Merde. Et non, mais blague à part, c'est qu'en vrai, si on prioriserait à 100%, bien sûr. Genre, oui, mais après, on a le truc, c'est qu'on n'a pas que ça à faire. Bah voilà, c'est ça. Tu es loin d'être. Et puis, c'est loin d'être. C'est un side, tu vois. Bah oui, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Personne ne meurt si. En fait, là, il y a personne qui est en train de nous payer pour qu'on le fasse, tu vois. Non. Par contre, il y a plein de gens qui sont en train de nous payer pour qu'on fasse du coaching. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça la priorité. C'est que c'est la priorité. Mais bon, ça avance. Et je pense, en vrai, que. À mon avis, en mai, j'ai du mal à imaginer qu'en mai, on la sorte pas, tu vois. J'ai pas dit à quelle date en mai, mais en mai. En mai. Ça peut être fin mai. Peut-être mai 2026, on sait pas. J'adore faire cette vanne, j'ai rebondi dans sa story. Ça fait marrer tout le monde, mec, en plus. Et moi, je voulais parler d'un truc aussi. T'as fini sur ce truc-là? Sur le Young Trainers Programming? Ouais, j'ai fini, ouais. Et sur tes réflexions? Non, j'en ai d'autres à dire, mais tu sur la prep? Oui, j'en ai, oui. Enfin, vas-y, dis ton truc. Ok. Après, ça change de sujet, donc si tu veux finir. Je voulais dire un truc. Vas-y, finis. Je voulais dire un truc, c'est qu'aucune de mes preps n'est planifiée justement au pif. C'est-à-dire que. Ah bon? Non. Ah ok. J'ai réfléchi en amont, pour tous mes athlètes, hein, j'ai réfléchi en amont sur vraiment le poids de corps qu'ils allaient atteindre, potentiellement du moins en fin de prep. Que t'estimes quoi? Que j'estimais être le poids de corps qu'ils allaient atteindre en fin de prep. Et en lien avec ce poids de corps-là, du coup, j'ai estimé vraiment une stratégie de perte de poids pour chaque semaine. Donc là, tu vois, j'ai créé un tableau déjà en amont où j'avais tous les poids de corps, enfin du moins tous les roadmaps de chacun de mes clients, tu vois, avec réellement toutes leurs poids de corps théorique à atteindre à la fin en fonction des dates, tu vois, on va dire, en fonction de chaque compétition, et chaque semaine un poids de corps à faire dropper pour atteindre justement ce fameux poids de corps là à la fin, en faisant du coup plus agressif au début, moins agressif à la fin pour la plupart. Mais tout ça pour dire que j'ai pas planifié au pif, et je pense que c'est important d'avoir ça en tête lorsqu'on coach quelqu'un pour une compétition ou pour une échéance, c'est pas de faire ça au pif, tu vois. Parce que, quand je fais une perte de poids, tu vois, classique, je planifie pas aussi précisément, tu vois. La cinétique, t'as pas de deadline. Y a pas de deadline. Donc t'as pas besoin d'avoir une cinétique qui est ultra carrée, tu vois. C'est ça.
Là, il y a quand même quelque chose de. Il y a quand même une deadline, il y a quand même des échéances, du coup. Il y a automatiquement une pression qui se met en place autour de tout ça. Et je pense que c'était. Enfin, moi, ça m'a paru être ultra nécessaire de faire ça, tu vois, de planifier vraiment ultra précisément. Et c'est imprévisionnel dans le sens où derrière, j'ai plein de. Enfin, tu vois, ça se passe pas du tout comme ça. Mais c'est pas grave que ça se passe pas comme prévu. Ce qui compte, c'est juste d'avoir un plan, de savoir où on va et du coup d'ajuster en lien avec le plan, tu vois. Pour juste se dire, OK, on a une ligne directrice, on va faire en sorte que les résultats matchent cette ligne directrice. Si ça ne matche pas cette ligne directrice, c'est pas grave, mais si on tend vers la matcher, c'est bon, tu vois. Et c'est ce que je trouvais intéressant à mettre en avant. Ouais, puis ça te permet d'ajuster, de voir, ok, est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on est plutôt en retard, et du coup, est-ce que je dois mettre les bouchées doubles ou est-ce que je dois plutôt ralentir parce que je suis bien. Ça. En fait, ça permet, même si après c'est toujours de l'estimation parce que tu connais pas réellement le poids de corps de scène, mais t'as à peu près un ordre d'idée, quoi. Si tu regardes un peu les différentes personnes, etc., tu sais que bon, ça te donne un bon ordre d'idée. Et puis, comme tu dis, t'as une strat et t'es pas en mode à l'aveugle, tu te dis 4 semaines avant, oh putain, on est en retard, tu vois. C'est ça. Et après, tu vas tirer comme un gros porc, du coup, tu perds du muscle. Et du coup, je veux également relier ça à un sujet un peu général, mais qui est d'avoir un plan dans tout ce que vous faites. Tu vois, d'avoir un plan, d'avoir une ligne directrice, peu importe. Attends. Une roadmap. Une roadmap. C'est ça. Mais même une ligne directrice de manière générale sur ce que vous voulez faire, tu vois. Et que ce soit, je sais pas, vous passez un examen, vous avez un projet entrepreneuriat, vous avez là une perte de poids, même c'est pour vous-même, tu vois. Si vous avez un plan et que vous définissez, vous mettez réellement une réflexion à ce plan-là, que vous posez, enfin, vous prenez vraiment un réel temps pour vous dire, OK, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochains mois, tu vois. Quelles actions est-ce que je vais mettre en place? Quelles actions je vais mettre en place pour atteindre cet objectif-là à la fin? Et qu'est-ce qui peut se passer entre-temps? Qu'est-ce qui peut faire que du coup ça va dévier de mes actions? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte que les obstacles que je vais avoir ne me dévient pas de l'action? Enfin, tu vois, mettre vraiment une vraie réflexion derrière tout ça pour faire en sorte qu'en fait, c'est soit obligé que tu atteignes ton résultat, tu vois. Si tu donnes tous les moyens et si tu te donnes à 1000% et que tu mets une réelle réflexion derrière toutes les actions que tu mets en place et derrière du coup t'as réelle envie d'atteindre ton objectif là, je dis pas que tu vas forcément atteindre ton objectif là, tu vois, c'est ton objectif en question, mais tu maximises bien plus tes chances d'être prêt sur scène dans notre contexte que si on était au pif par exemple, ou de réussir en coaching en ligne si tu te mets un plan réellement, tu vois, si tu te mets des vraies lignes directrices sur tout ce que tu fais, tu vois. Que ce soit au niveau de tes formations, que ce soit au niveau de ton contenu, que ce soit au niveau de comment tu vas coacher, etc., des plans que tu vas mettre, enfin de tout ce que tu vas créer. Si tu te donnes vraiment, si tu réfléchis à un plan pour que ça fonctionne, t'augmentes de fou tes chances, tu vois. Et si je comprends bien ce que tu veux dire à travers le plan, c'est genre, imaginons que tu veux créer du contenu, ça serait genre te dire, ok, bon, qu'est-ce que je poste quand? Et surtout aussi, au-delà de ça, parce que je pense que ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est aussi le fait ça t'enlève le côté inaction, parce que tu sais, l'action si tu te dis juste je dois créer du contenu, c'est trop vague en fait, genre tu veux dire vas-y là pendant 3 heures je crée du contenu, en fait t'es en mode je commence par quoi, tu vois. Alors que si tu te dis ok bon je commence par t'écris, faire un script, tourner la vidéo, des trucs de Google comme ça, mais genre décomposer vos tâches, décomposer chaque truc. Et comme ça, en fait, c'est précis. Quand tu te réveilles le matin, tu te dis, ok, je dois faire ça. Et commencez pas à me dire, ouais, mais vas-y, ça, je le sais, ça. Non, tu le sais pas. Non, tu le sais pas. Surtout que du coup, ça amène de l'inaction parce que je pense que tu vois juste créer du contenu, tous les trucs que tu as à faire. Alors que si tu te concentres sur chaque petite tâche, en fait, ça se fait, tu vois. Mais oui, ça prend du temps, quoi. Faut vraiment décomposer toutes ces tâches, tu vois. Et moi c'est valable pour tous les projets que j'entreprends, tu vois, que ce soit dans le coaching ou ailleurs. Enfin, si je décompose pas mes tâches, tu vois, c'est impossible. T'as l'impression que t'es devant une montagne, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça fait juste pareil quand tu fais une formation, tu te dis putain, mais attends, il y a trop de trucs à penser. C'est ça. Alors que si tu mets point par point, ça va, tu vois. Et là, tu vois, par exemple, là, c'est encore mon cas actuellement, tu vois, j'essaie de réfléchir un peu par rapport aux prep, par rapport à tout ce qui peut se produire dans les preps, tu vois. Tu vois, j'ai décomposé toutes les recherches que je devais faire, tu vois, vis-à-vis de la prépa, par exemple. Vous avez des formations que je devais faire. Et ensuite, tu fais étape par étape, tu vois. Là, je sais pas, j'étais en train de réfléchir un peu à comment je vais avancer les peak week pour chaque personne. On est loin des peak week, hein. On a 7 mois. Hein. Mais en fait, je vais pas attendre d'être à la peak week pour réfléchir à la peak week. Oui. Et je suis pas en train de dire que je vais créer une peak week, une peak week préalable que je vais envoyer, genre un mois en avance et vas-y, t'auras qu'à la suivre. Non, je vais créer une ligne directrice de la peak week pour que moi j'ai un plan de où est-ce qu'on va et que ça nécessite de ma part le moins de capacité cognitive à l'instant T quand il va y avoir le stress. Pour justement réfléchir à une peak week. Et à l'instant T, j'aurais juste à ajuster les différents paramètres en lien avec le plan initial.
Donc si par exemple, par rapport au plan de Charlène par exemple, ou de Adrien, peu importe, j'avais défini ça, qu'on allait manger ça à tel moment, tu vois, et que je vois qu'il digère pas, juste on baisse. Enfin tu vois, il y aura pas à définir ce qu'il faut manger parce qu'on aura déjà défini, tu vois. Ou globalement les quantités par rapport à où il en est. Oui, après tu le sauras que à la fin de l'après, en soi, comment tu dois... Oui, mais, donc, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vas avoir des guidelines sur déjà quand t'arrives, t'es pas en mode je dois tout faire de A à Z en fait. C'est ça. Genre, je veux déjà créer en amont un petit peu tout un processus sur tout ça, tu vois, pour du coup arriver le jour J et être vraiment. Quand je dis le jour J, je parle de mois en avance, tu vois. On va faire les tests Peak Week. Mais quand je vais faire les tests Peak Week, c'est pas là où je vais réfléchir à la Peak Week. Je vais réfléchir maintenant à la Peak Week, tu vois. Pour quand je fais les tests Peak Week, un truc global un plan. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est bien. C'est un peu un truc de stressé ça. Bah oui, c'est un truc de stressé. Moi, en vrai, même moi le truc, tu vois, le truc du poids, je le fais maintenant, mais à la base avec Emmerich, je l'avais pas fait parce que. Et t'en avais qu'un. Ouais, et j'en avais qu'un, et surtout j'aurais eu énormément de mal à estimer le poids de corps qu'allait faire Emmerich sur scène. Hein. Putain, mais moi aussi, honnêtement, tu vois, j'ai du mal, mais juste je mets en gros le poids le plus bas que j'estime être. Mais là, je pense qu'on avait moins d'expérience que quand j'ai coaché Emmerich, on a moins d'expérience que là maintenant, oui, tu vois. Bien sûr. Donc forcément, j'ai été plus en mode, je testais des trucs quoi, tu vois. Bien sûr. Mais je pense que c'est une bonne réflexion, tu vois. Maintenant, moi, je le fais quand même de mettre les poids en avance, tout. Je trouve ça pertinent de ouf. Donc, tes trucs de stressé, ça. Mais en fait, le truc, c'est que si t'es pas. Enfin, si tu veux réussir un truc, faut être un stressé, tu vois. Oui, un minimum. Pour moi, faut être. Ça veut pas dire que le stress doit te rendre malade. Oui, ça va juste dire qu'il doit te driver, tu vois. Ouais. Moi, je stresse que mes gars et mes filles soient pas prêtes, tu vois. Mais du coup, je suis pas là en mode putain, je stresse. J'imagine. Non, je suis pas comme ça. J'agis du coup, tu vois. Du coup, je crée des plans et je crée des processus, je crée tout ça pour faire en sorte d'arriver au stade où ils sont vraiment prêts, tu vois. Mais t'as un peu deux types de personnes, je pense. T'as vraiment les personnes qui genre vont être drivées par le stress et ça va les mettre en action, et d'autres où ça les paralyse, quoi. Oui. Et je pense que je suis pas trop dans ce type de personne, t'étais dans le bon côté du spectre, quoi. Ouais. Mais après, je sais pas si j'ai déjà été paralysé par le stress, que moi je suis quelqu'un qui peut ressentir le stress, mais qui quand il va être dans l'instant T va pas forcément stresser, tu vois. C'est plus, moi je peux me. Après, c'est l'inaction souvent qui amène au stress. Donc en fait, quand tu stresses, c'est quand tu réfléchis au truc. Ouais, c'est ça. Quand t'es en train de faire les trucs, et c'est pour ça que tu fais les trucs, parce que tu sais que ça te déstresse en fait. Exactement. Mais oui, c'est juste l'action, ça fait du bien en fait. Et tu te dis putain, je suis en train de faire ce qu'il faut pour que mon stress descende en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que moi je suis aussi un gros contrôleur, tu vois. Oui, oui. Genre, donc derrière, automatiquement. Oui, ça t'aide à être rassuré et à avoir du contrôle sur les choses, quoi. Et puis ça fonctionne en réalité. Parce que derrière, si plus t'as du contrôle, mieux c'est, tu vois. Faut pas non plus. Oui, il faut doser, ça dépend dans quelle partie de ta vie, tu vois. 100%. Mais clairement, dans l'entrepreneuriat, dans. En ce qui concerne le travail, pour moi, et ce qui concerne ce genre de choses, faut avoir un contrôle. Oui, on est d'accord. Alors moi, je voulais parler du coup, t'as fini là-dessus? Ouais, j'ai fini là-dessus. Ok. Moi, je voulais parler de deux trucs. Je voulais parler de comment je vais gérer mon organisation avec le changement d'environnement. Parce que du coup, je l'ai assez mal vécu la dernière fois que je suis rentré en France, moi. Du coup, j'ai mis un peu de la réflexion sur tout ça. Et je voulais juste parler aussi d'une réflexion où j'ai quasiment fini le livre de Musk. Je crois que j'en ai pas parlé la semaine dernière. Et il y a un truc s'il y a un truc que je retiens du livre, tu sais ce que je veux dire, je pense. Il insiste de fou sur le fait qu'il y a une histoire où genre il a fait un truc de toit solaire avec ses cousins. Ouais. Et genre ses cousins, ils se concentraient à fond sur le marketing, tu vois. Et genre leur produit, c'était de la grosse merde. Enfin, pour lui, c'était de la grosse merde, tu vois. Et du coup, il met un peu en avant que pour lui, un excellent produit, c'est sûrement le meilleur outil marketing. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas faire de marketing. C'est pas ce qu'il dit, tu vois. Mais il dit que la grosse priorité, tu vois, les grandes entreprises, elles sont toujours construites sur des grands produits, tu vois. Et au-delà des produits, c'est aussi, parallèlement, je peux le mettre au service, un coaching qui fonctionne à la base des bases. C'est un coaching qui donne des résultats, tu vois. Qui est bien, qui est qualitatif. Donc, ça m'a remis un peu dans la priorité de me dire, ok, je veux quand même continuer de fournir vraiment ce que j'ai toujours fait en vrai. Hein. Ce qui a fait, je pense, que nos coachings marchent, c'est que notre grosse priorité, les premières années de nos coachings, ça a été à fond de se dire, et ça l'est toujours, mais on a mis quand même peut-être un peu plus là maintenant avec le côté marketing, parce que disons que derrière, automatiquement, on a plus de temps pour le faire. Et puis t'as de moins en moins de choses à améliorer dans le coaching. Enfin, oui, au bout d'un moment, oui, tu peux pas. Ça devient optimisé, tu peux pas non plus suroptimiser tout, tu vois. Ouais, voilà. Là, l'optimisation que tu peux faire dans le coaching actuellement, ce serait juste des choses qui, toi, te gagnent du temps. Enfin, tu vois, genre, moi, je sais que là, les fois où j'améliore mon service de coaching, c'est plus dans mes processus de rentrée client ou des trucs comme ça, tu vois. J'ai plus de choses où je me dis, vas-y, là, ça va changer totalement l'expérience client, tu vois. Je pense que les trucs qu'on pourrait améliorer, on en avait parlé, c'était de refaire une vraie bibliothèque de vidéos d'exécution. Oui, éventuellement. Ça peut être cool. Et ça, on va sûrement le faire. Ouais.
Mais ensuite, moi, ce que je vois là, ce serait continuer. Je pense que je peux encore amener des améliorations sur le document de suivi mais plutôt pour le côté visualisation de la progression des clients avec des vrais graphiques stylés, bien foutus. Où putain, tu vois, ok, le poids de corps, comment il monte, les charges, le tonnage, les trucs. C'est des petits trucs en plus, tu vois. Mais c'est 1%, tu vois. Tu grattes. Donc ouais. Et je trouvais ça du coup cool de remettre ça en perspective, que quand même, bah, c'était sûrement la priorité. C'était ça, et donc d'où l'intérêt de continuer de se former, d'où l'intérêt de devenir meilleur, etc. 100%. Je suis d'accord. Et pour finir, je voulais juste parler du coup comment je vais gérer mon organisation. Donc la dernière fois que je suis parti en France, moi je me suis dit je vais faire exactement pareil en termes de taf. Ça s'est pas passé comme ça. Et là je sais du coup d'expérience qu'en fait quand tu vas à une compète, bah, en fait tu dois aller faire le TAN, tu dois aller faire... bon là il n'y a pas le polygraphe à IFBB ni à PCA, mais du coup tu dois aller faire... tu vois, il y a tous les trucs, tu dois faire le posing, tu dois aller faire les courses parce que t'es pas dans ton environnement, donc t'as pas des petits pack qui viennent te livrer les courses devant le frigo. Donc ouais, ça va prendre plus de temps. Donc j'ai vraiment priorisé de fou mes tâches. Donc déjà le contenu là, avant ce podcast, j'ai tourné 10 reels. Ouais, c'était long. C'était trop long. C'est abusé. Mais du coup, j'ai tourné 10 reels parce que du coup, pour avoir de l'avance sur jusqu'à les prochains podcasts, et que du coup mon monteur s'occupe... du coup, une grosse partie de mon contenu sera déjà fait. Là, j'aurai juste du coup au niveau du contenu à faire. Tu me dis quoi? En gros, tu dois lever le truc là. Non, mais non, pas ça. Ah, ça? Ça au-dessus là. Ah, faut l'enlever? Oh, non, ouais, ou en tout cas le lever un peu. L'enlever? Ouais, vas-y. Le boomer. Tu sais que je vais le laisser ça. Hein. Si tu veux, mon je vais le laisser de fou. Ça fait du bruit quand même. Hein. C'est pas grave. Et du coup, je disais, je priorisais du coup de ouf mes tâches. Pour faire vraiment, je sais pas si j'en étais là, mais je prioriserais de ouf mes tâches sur vraiment les trucs les plus importants. Et typiquement, bah, la Young Trainers, essayer de continuer de me former un peu, si j'ai le temps. Et sinon, les retours, quoi. Retour coaching. Et du coup, mon contenu, il est déjà prévu à l'avance. J'aurai juste, bah, du coup, un post transfo à faire par semaine ou deux, et un post témoignage qui sont très rapides à faire. Donc, en fait, là, j'arrive à, je pense, en 2 heures par semaine, même pas une ou 2 heures par semaine, à avoir tout mon contenu pour chaque semaine, quoi. Donc, ça me permet et la priorité, maintenir du coup mon coaching le plus qualitatif possible, quoi. Donc, d'essayer de faire le moins possible. Et si j'ai du temps en plus, me dire, ok, je peux rajouter, mais je préfère me dire je fais moins pour pas être en mode submergé de ouf, être ultra frustré, que je le vive mal, et juste rajouter dès que je peux, quoi. Ouais, je pense que c'est bien. Et du coup, j'ai changé un peu mon regard, comme je te disais là. Moi, au niveau de mes to-do list, avant, je fais juste des to-do list avec un time blocking. Maintenant, j'ai mon time blocking, mais je fais mes to-do list le dimanche, et j'ai un ordre de priorité dans mes to-do list, genre avec où j'ai mis important, normal, urgent. Ah oui, t'as mis des... Ok. Et en vrai, j'ai l'impression que c'est bien. Bon, après, c'est la première semaine, donc il y a toujours la hype du premier truc, donc j'attends de voir le faire sur un mois. Mais c'est cool parce que des fois, les trucs normaux, j'ai pas le temps. Et en fait, je me dis, bah en fait, je m'en branle, tu vois. Genre, j'ai fait les trucs les plus importants. Ouais, c'est vrai que c'est pas con parce que moi, du coup, ça, c'est un truc que je peux me dire des fois, mais pas forcément le classifier. Tu vois, je peux des fois me dire, ok, bah ça c'est pas important, je next, mais il va y avoir une réflexion à chaque fois sur l'instant T, tu vois. Ouais. Donc ça peut être bien tu utilises quoi du coup pour ça, un tableau? Un tableau, ouais. Bah, je te montrerai, je fais avec Notion, tu sais, mais en fait, ce qui est trop bien, c'est que du coup, je peux faire sur toute la semaine. Et ensuite, j'ai mis des vues où je peux mettre juste pour aujourd'hui. Donc, je peux mettre juste chaque jour, du coup, ça change en fait. Ça me met du coup ma to-do list du jour. Automatiquement. Et ensuite, je peux mettre sur la semaine la vision. Ah, ça peut être pas mal ça, ouais. Ça, en vrai, c'est pas super beau à voir au début quand tu mets tous les trucs, parce qu'il y a plein de trucs, faut mettre les dates et tout. Mais en fait, ça se fait assez bien. Et là, j'ai l'impression que ça passe. Mais encore une fois, c'est le début, donc moi, je suis souvent hypé par les trucs du début. Donc je préfère attendre genre peut-être un mois, mais franchement, ça a l'air bien. Parce que je ressens moins cette frustration en fin de journée de me dire putain, il y a des blocs que t'as pas fait, tu vois. Parce que je me dis, bah, c'est des blocs en fait qui sont en normal, tu vois. Donc ouais. Voilà, globalement, ce que j'avais à dire pour mes réflexions de la semaine. Je crois qu'on est tout bon. Ah si, j'ai juste un dernier point qui peut être intéressant que je voulais aborder avec toi. J'ai eu un appel avec une fille pour du coaching qui m'a pris en suivi du coup quelques jours. Et elle me disait qu'elle avait dépensé déjà avant, enfin on en a parlé un peu, elle a dépensé genre 4 000 € de coaching avant. Ah putain. Et elle me disait en fait qu'elle avait tendance à ne pas prendre quand elle prenait un coach. Du coup elle m'a pris parce que j'ai eu des anciens clients qui m'ont recommandé.
Et du coup, elle m'a dit que quand elle choisit un coach, en fait, elle en a rien à foutre des diplômes qu'ils ont, quoi. Genre, elle regarde même pas ça, tu vois, elle se dit juste, un coach, c'est un coach, et elle se dit, elle regardait surtout le physique des gens, tu vois. Ah oui, c'était le physique qui regarde. Bah ouais, surtout. Le physique de tes clients ou le physique de toi? Ah, le physique Du coach? Ouais, du coach. Ah ouais, ok. Et du coup, elle s'est retrouvée avec des coachings, des trucs. Bon, après, plus moi je fais des appels découvertes, plus je me rends compte que ce milieu, c'est vraiment une dinguerie. Mais du coup, vraiment, genre, je crois que je t'avais dit, mais elle avait genre 2 séances par semaine avec que les fessiers et pas de haut du corps, parce que sinon, elle va ressembler à un homme. Putain. Dingue. Et pas de glucides, parce que faut éviter les glucides quand même. Et du coup, forcément, je pense qu'elle adhérait pas du tout, quoi. Parce qu'elle a pris, elle disait qu'elle était à 1200 calories, qu'elle a pris genre 4 kilos à 1200 calories, alors qu'elle faisait genre ses steps, elle faisait ses trucs et tout. Mais Elle savait qu'elle adhérait pas? je pense pas. Mais pour elle, Non, mais quand je dis, quand je parle de ta cliente, elle savait qu'elle adhérait pas? je pense qu'elle savait pas qu'elle adhérait pas. Genre à manger de plus sans savoir? Ouais, je pense. Ok. Parce qu'elle me dit qu'elle adhérait, qu'elle faisait tout, mais en fait, tu Bah, 1200 calories, tu me prends pas. tu prends pas 4,5 kg. Ouais, non. Mais après, quand t'as pas de glucides, je pense que elle devait câbler des fois, quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Surtout qu'elle est exposée à de la nourriture, tu vois. Genre, tu sais, elle a un truc de cookies, elle fait. Enfin, tu sais, Ah quoi. ouais, bah oui, donc c'est. Bah oui, non, mais c'est le profil où tu te dis, bon. Et puis en plus, c'est le problème, c'est que c'est hors d'aliment, tu manges une fois un truc et déjà, bon, ça en rappelle, premièrement, et puis en plus de ça, derrière, ça monte super vite les calories. Hein. Bah, les cookies, elle me disait, ils font 600 cales, donc bon. Ah oui, La moitié de la banque. ils sont fans de fou les cookies. Hein. Tu peux commander des cookies là-bas en fin de prep. C'est la moitié de la diète. Hein. Tu mangeais quoi, t'es en fin de prep? Tu sais que j'adore les cookies, moi, je pense que je vais taper des gros. Tu sais, en fait, nous, on a un truc en Roumanie qui est à 10 minutes de chez nous, qui s'appelle Park Lake. Et en oui, gros, c'est ça qui est des cookies. Et en gros, à Park Lake, t'as un étage où c'est que de la bouffe. Ouais, de fou, putain. Et je pense que moi, ce que je dis à JR, quand j'ai fini la prep, je prends 100 balles et je vais là-bas. Et je me frotte les mains comme ça. Tu fais un 10K challenge. Ah, là, je pense qu'il y a moyen. Hein. Ouais, En plus, il y a des donuts là-bas. Ouais. Et puis t'as tout, hein. Il y a tout. T'as tout ce que tu veux, mec. Enfin, ouais, si. T'as tous les fast-food déjà, je pense. T'as même des trucs qu'il n'y a pas en France. Hein. T'as genre Taco Bell, des trucs comme ça. Ouais. C'est pas en France. Hein. Je vais me tabasser. Hein. Ouais, je pense. Hein. Tu viendras avec moi? Bah, vas-y. Hein. Je vais te suivre. Hein. Moi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis un coach. Hein. Faut bien que je suive. Ouais, oui, Faut que je t'accompagne également dans cette épreuve. Hein. T'es solidaire. Ah, je suis solidaire de fou. Je suis sûr que t'arriveras à manger plus que moi, toi. Non, t'es un malade. Ouf. Mais mec, tu vas être complètement. T'as mangé quoi la dernière fois De quoi? Ton McDo, là, il y a quoi? C'est-à-dire? Il y a combien de burgers, là? Combien de burgers par rapport à quoi? Combien de burgers sur Terre ou combien de burgers dans mon assiette? Ton assiette pour un seul repas? Bon, allez. J'avais moi un sujet à aborder aujourd'hui, qui est une lecture que j'ai fait il y a longtemps, qui est un livre que je conseille de fou à lire, qui s'appelle On est foutu, on pense trop. Alors ça n'a rien à voir avec la musculation, c'est même pas. Enfin, j'allais dire que c'est pas le développement, c'est pas lié au développement perso, mais en réalité ça l'est un petit peu. C'est même carrément du développement perso en réalité, mais pas vraiment le développement perso ici de l'entrepreneuriat. C'est de la psychologie humaine un peu, non? Ouais, je t'en avais parlé. Oui, tu en avais parlé. Ouais. Je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est un petit peu complexe à expliquer. Mais en gros, le livre, j'ai pris quelques notes, le livre illustre, en utilisant l'image d'un hamster dans une roue, le fait que nous pensons beaucoup trop et inutilement. En gros, ça prend l'image d'un hamster que le livre nomme Pensouillard, et en gros le moment où tu commences à penser et à ruminer, c'est l'hamster qui tourne dans la roue, tu vois. Et donc en fait l'hamster il représente l'ego, et quand il tourne dans sa roue ça représente du coup nos agitations mentales, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant à souligner ça, parce que le nombre de fois tu sais où t'es là enfin quand je dis t'es, c'est de manière générale les gens sont, même moi, sont là à ruminer sur un truc qui vient de se produire, et tu sais à se monter le crâne, etc., tu vois, à se monter la tête, et en fait bah, c'est typiquement dans ce livre illustré par ce genre d'image, tu vois. Et dans ce bouquin en plus il illustre beaucoup enfin tu sais il prend des images de la vie quotidienne, tu vois, genre un mec qui prend sa douche, tu vois, il n'arrive pas à attraper son gel douche qui est genre à l'opposé de la salle de bain. Et il commence à se monter le crâne sur le fait que sa femme arrange pas le gel douche, que sa fille pareil, que du coup tout le monde s'en branle de lui dans sa famille. Enfin, tu sais, et en fait le mec se monte le crâne pour un truc où juste sa fille elle a oublié de le ranger, tu vois. C'est alors que c'est juste un truc random. Elle a juste oublié, ouais. Elle a juste oublié, tu vois. Elle avait rien contre lui, quoi. Exactement, tu vois. Ça avait absolument aucun rapport avec lui, tu vois. Et on est tellement du coup axé sur notre ego, tu vois, que on est tellement axé sur nous-mêmes, mais du coup c'est notre ego, que du coup on se fait des films de fous furieux, tu vois, c'est tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, et pour des trucs qui n'ont absolument pas lieu d'être, tu vois. Et les émotions que ça apporte, c'est des émotions tout le temps ultra négatives, qui en fait ont un énorme impact négatif dans notre journée, tu vois. Parce qu'après derrière le mec, tu vois, dans l'exemple du gars,
Le gars est flingué de sa journée, il a déjà mal de tête parce qu'en fait il s'est monté le crâne. Puis du coup il en veut à ses enfants alors qu'ils n'ont absolument rien fait à part juste oublier de ranger les gels de douche. Enfin, ça, c'est des trucs qui sont vraiment complètement inutiles, qui apportent rien du tout, tu vois. Et quand tu décomposes un peu tu sais, quand tu prends du recul un petit peu, c'est absolument rien. Et je pense que c'est intéressant d'avoir juste conscience de ça, tu vois, conscience que ça existe, conscience qu'on se monte le crâne nous-mêmes et que la plupart du temps, c'est juste des illusions. Tu vois. On en parle souvent de ça un peu en podcast ici, mais on n'a jamais vraiment mis le mot autour de tout ça. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête, tu vois, de prendre, parce qu'en fait, ça arrivera tout le temps. Tout le monde, ça arrive à tout le monde de se monter le crâne, tu vois. Mais de prendre conscience que c'est un peu un cheminement de notre cerveau, c'est un peu une illusion, tu vois, et du coup, d'essayer de faire une observation un petit peu de ce hamster, tu vois, un petit peu, et justement de prendre du recul par rapport à ça pour justement que ça n'influe pas réellement dans vos réactions. Parce qu'en fait, le ressentir, c'est pas grave, mais agir en lien avec cette sensation, c'est grave, tu vois. Ouais, bah, si tu deviens irritable, tu deviens désagréable avec tes enfants pour ça, c'est con, quoi. Tu vois, tu mets. Tu sais, du coup, c'est. Des fois, tu vas pas comprendre pourquoi quelqu'un réagit comme ça. Et tu sais, souvent, c'est ce qu'on dit, c'est que, genre, des fois, t'as des gens qui ont des comportements disproportionnés, et ça c'est lié à ça en fait, hein, oui, bien sûr, 100%. C'est en fait ils pensent un truc et en fait genre t'es oublié de mettre tes chaussures dans le truc et ils vont t'exploser et en fait ils se disent ah putain vas-y il me respecte pas, machin. Et en fait au lieu de toi une action qui juste c'est lié clairement à c'est banal de ouf, c'est banal de fou, lui il va associer plein de choses autour de tout ça, tu vois, l'irrespect, le machin, enfin bref, plein de choses qui ouais, mais ça amène du coup des comportements un peu et je pense qu'honnêtement ça c'est ce qui nuit le plus aux relations amoureuses, amicales. Oui, il y a des chances, que les gens se font des films par eux-mêmes. C'est sûr. Enfin, faire les films et surtout interpréter les choses de la mauvaise façon, quoi. C'est intéressant. Et tu avais fini de le lire, celui-là ? Ouais, je l'ai même lu 2 fois. Parce que c'est un petit livre. Hein. Donc, On est foutu, on pense trop, de Serge Marquis. Et en fait, je pense que c'est juste bien de prendre conscience quand ça commence un peu à briller, tu vois. Juste d'essayer de réfléchir, d'essayer de se dire ah ok là je suis en train de briller, tu vois. Même si c'est pas facile, je pense, mais c'est méga dur. Mais je pense que c'est une lutte constante. Hein. Et je pense que t'arriveras pas à avoir zéro émotion vis-à-vis de tout ça, mais petit à petit, t'arriveras quand même à te détacher petit à petit et te dire putain mais attends peut-être que là je me fais un peu des films, quoi. 100%. Non, je pense que c'est intéressant. Ouais. Donc je trouvais assez intéressant d'en parler parce qu'en fait ça se lie à plein de choses, même dans l'entrepreneuriat. Si t'as pas encore de clients qui rentrent, tu pourrais dire pourquoi moi, machin, pourquoi il y en a d'autres qui fonctionnent et tout, mais gros, ça se trouve dans une semaine t'en as plein en fait. Enfin, tu vois, ou peut-être qu'il y en a plein qui réfléchissent à ça, ou tu vois, je sais pas, t'es coach, t'as un de tes clients qui, je sais pas, t'as pas envoyé le bilan et tu commences déjà un peu à t'énerver parce que le mec t'as pas envoyé le bilan alors qu'en fait il lui arrivait un truc, enfin tu vois, ou un client qui suit pas la prog, ou même toi t'es client et ton coach te dit un truc et tu le prends mal, alors qu'en fait le gars il veut juste que tu progresses, tu vois, et que si tu te mets pas à sa place, c'est sûr ça va être compliqué. Donc il y a plein de choses comme ça, tu vois, qui c'est dur, hein, c'est un peu un travail de tous les temps de faire ça, mais bon. Ouais. Je pense que c'est important d'en avoir conscience parce que bon, ça te fait devenir, je pense, un meilleur humain quand même. Ouais, c'est ça. In fine, quoi. Ouais. Et puis je pense que c'est applicable sur plein de choses. Ah bah oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, j'étais aussi en train de lire un autre livre là, alors que j'avais commencé à lire il y a longtemps, mais vu que je lisais plus très clairement depuis plusieurs mois, là je me suis remis commencé à lire là. J'ai recommencé un petit peu à lire, ouais. Mais encore, je lis même pas tous les jours, mais j'ai recommencé un petit peu à lire. Et c'est un livre qui s'appelle Comment se faire des amis. Je l'ai mis en avant sur les réseaux il y a quelques temps, et je l'avais commencé à le lire et là j'ai repris à le lire. Alors je l'ai pas fini, donc je pourrais pas faire un topo complet sur ce que c'est, mais en gros ça donne plein de tips qui sont un peu en fait de ce que je viens de dire, c'est-à-dire prendre du recul un peu sur les choses. Il y a plein de. J'essaierai de faire un résumé un jour en podcast et de dire un petit peu tout ce que j'en ai appris, tout ce qui peut en ressortir. Mais après, c'est beaucoup de choses sur lesquelles on finit par faire attention lorsqu'on met une réelle réflexion derrière les interactions humaines, tu vois, et pas juste qu'on est émotionnel, tu vois. Si t'es pas émotionnel, si tu mets une réelle réflexion, tu finis par arriver au stade où tu comprends en fait ce que le mec dit dans ce bouquin-là, et également tu finis par même toi-même en avoir déjà pris conscience, tu vois, que c'est intéressant. Par exemple, se mettre à la place des autres, tu vois. Peut-être que tu l'appliques, mais t'as du mal à le. Tu l'appliques, voilà. Mais est-ce que t'as vraiment mis des mots, une réflexion dessus ? C'est aussi l'avantage des fois des livres, c'est que ça arrive à mettre des mots sur des trucs que tu savais, mais que en fait, des trucs que tu fais et que tu sais, mais où t'as pas mis de mots précis, quoi. Ça. Et du coup, ça te permet après, plus tard, d'appliquer réellement cette réflexion-là dans toutes les situations et pas seulement dans certaines où t'avais déjà réfléchi, tu vois, sur cette situation. Ouais, tu peux le conscientiser beaucoup mieux. Mais tu vois, ça met en avant, par exemple, il y avait une astuce que le livre mettait en avant, qui était en gros de se mettre à la place des autres et d'essayer de, par exemple, quand tu voulais quelque chose auprès de quelqu'un, au lieu de dire que tu veux la chose en question, et ça s'applique dans toutes les situations, mais au lieu de dire que tu veux la chose en question, mettre en avant la conséquence positive
qu'aura ta demande, ou du moins la conséquence de ta demande auprès de la personne. Tu vois, par exemple, tu veux un emploi, au lieu de mettre en avant que tu veux cet emploi-là parce que ça, tu vois, mets en avant à l'entreprise ce que tu vas lui apporter, tu vois, réellement. Plutôt que de mettre en avant que bah, tu veux à tout prix cet emploi-là, que limite, peut-être essaies de jouer un peu sur la pitié, j'ai galéré à trouver, tu sais, des trucs à la con comme ça, tu vois. Bon, en réalité, personne ne le fait, mais genre, je pense qu'il y a... Aussi, je pense qu'il y en a qui le font. Potentiellement. Mais je pense qu'il y a un switch à faire, tu vois, dans tes interactions, lorsque tu veux des choses, pour justement essayer de te mettre à la place de la personne et de dire, ok, qu'est-ce que la personne en face de moi veut, tu vois, réellement. Et du coup, comment est-ce que moi je peux apporter ma demande pour que la personne ait également ce qu'elle veut, tu vois. Ou même que la personne sait peut-être pas ce qu'elle veut en réellement, mais toi tu peux essayer de faire en sorte que ta demande apporte également du positif auprès du demandeur, non pas du demandeur, mais du coup de la personne qui reçoit la demande, pour que du coup tu puisses derrière avoir la conséquence positive pour toi-même. Oui. C'est une sorte de manipulation en réalité, mais... c'est une sorte de manipulation, oui. Mais c'est en même temps, toutes les interactions sociales sont des manipulations. Oui, en soi, oui. C'est juste, est-ce que t'en fais ce que tu veux, quoi. Soit tu manipules les gens de manière positive, soit tu les manipules de manière négative. Mais si tu l'as, c'est relativement positif, tu vois. C'est juste, si tu sais que tu peux l'amener, tu veux pas avoir ce travail-là pour la niquer, tu vois. Tu veux vraiment ce travail, donc tu vas faire en sorte de l'avoir en mettant les bonnes choses en place, tu vois. Ouais, 100%. Mais c'est parce que t'as des atouts à donner aussi dans ce travail, tu vois. C'est ça. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. Et ben écoute, moi j'ai fini les choses que j'avais, les citations et les réflexions que j'avais à dire cette semaine. Tu veux parler du gros sujet ? Vas-y. Réussir sa sèche. Réussir sa sèche. Bon, j'avais du coup listé un petit peu quelques petites questions qu'on pourrait avoir potentiellement en lien avec cette fameuse réussite de sèche. Déjà pour commencer, sèche agressive ou pas agressive, nos avis. Tu veux que je commence ? Vas-y. Moi, du coup, on a noté des petits points là-dessus. Moi j'en ai rajouté quelques-uns. Parle des tiens, puis comme ça moi je peux bien après. Moi j'ai dit, moi j'en ai mis 2 notamment que j'ai rajouté. J'ai mis dépendant de la psychologie et dépendant de l'environnement. Je pense que c'est très bien une sèche agressive, même dans les contextes où des fois des gens auraient du mal à adhérer parce que justement ils vont adhérer parce qu'ils verront des résultats et donc ils seront plus motivés. Parce qu'en fait souvent les gens qui adhèrent pas, c'est les gens qui voient pas de résultats en fait. Du coup ils se disent oh bah vas-y de toute façon je fais tout ça pour rien, hop nique sa mère, je commence à bouffer n'importe quoi. Alors que du coup quand on a des résultats, bah ils sont motivés, ils ont envie d'adhérer, tu vois. Ouais. Il y aura pas d'effet yo-yo en plus à ça, parce que tu sais il y a le gros contre de la sèche agressive, c'est du coup de mettre en avant qu'il y aurait potentiellement un effet yo-yo, c'est-à-dire que tu sèches agressif et après tu reprends tout parce qu'en fait t'es frustré, tu vois. Là où en fait si tu amènes une éducation auprès de ton client en incluant justement pourquoi pas de diet break ou des phases de maintenance, tu vois, ou ce genre de choses, ou même simplement une éducation même au-delà des phases en question, en fait tu peux derrière, la personne peut du coup reprendre certes du poids un peu bien sûr, hein, mais peut aussi maintenir son poids de corps, parce que c'est pareil aussi au niveau de la reprise du poids, ça, je fais une parenthèse rapidement, mais beaucoup de personnes m'ont déjà demandé un petit peu qu'est-ce qui était, à quoi est-ce qu'on devait s'attendre post-sèche, tu vois, en termes de reprise de poids lorsqu'on a été en surpoids ou quoi, tu vois. Je pense qu'on n'est pas censé s'attendre à maintenir réellement son poids de corps, tu vois. Non. Je pense qu'on est censé s'attendre à avoir des variations en réalité de poids, mais c'est pas parce que tu sèches de façon, c'est pas parce que tu as des variations de poids que tu vas revenir au poids de corps initial, tu vois. Si tu étais à 100 kg et que tu as descendu à 80 pour 1m80 par exemple, tu vois, et que tu es un homme et que tu remontes à 85 et que tu remontes à 85, ou même après que tu redescends à 80 puis hop tu resèches, enfin, tu vois, la vie c'est pas, t'es pas un robot, tu vois. Donc, en ayant ça en tête, tu peux pas t'attendre à avoir vraiment tu vois, hop ça y est t'as séché, tu bouges plus et tu restes à ce niveau là, tu vois. Et parfois c'est nécessaire, je pense, d'avoir des paliers, hein. Moi j'ai des clients qui ont un environnement, des choses particulières, qui sont en déficit depuis longtemps. Des fois peut-être, tu vois, j'avais un gars on est passé de 95 à 85. Et ensuite on est remonté à 90. Pendant 3 mois on a fait très léger surplus. Et là on est redescendu vers les 80, tu vois. On est pas monté à 88, tu vois, mais du coup c'était programmé en fait ça, hein. C'était prévu, et parce que bah il y a des moments où il faut aussi manager la fatigue, etc. Et c'est globalement normal, quoi. Et comme tu dis, il y a un peu cette théorie de l'effet yo-yo où t'aurais un poids où tu vas reprendre de tout et arriver à ce poids-là. Bah ça c'est clairement bullshit, hein. C'est juste on voit que je pense que nous déjà en termes de pratique on l'a plutôt très bien vu avec nos clients, mais on l'a aussi étudié. C'est un peu bullshit, quoi. Ouais, 100%. Mais après oui, il y a quand même des gens qui ont une capacité à reprendre du gras plus facilement que d'autres, quoi. Et notamment c'est des gens qui ont été déjà en surpoids. Je pense que c'est des gens qui ont quand même cette facilité à faire de la masse grasse, etc., quoi. Mais du coup, comme moi, du coup, par rapport au dépendant de la psychologie et de l'environnement, je pense que la plupart des gens ont quand même tendance à adhérer mieux à des déficits relativement agressifs, hein.
Franchement, c'est rare les gens que je me dis, oh, putain, il va perdre 200 grammes semaine et il va bien adhérer, parce qu'en fait, c'est tellement long que tu te dis, tu vois pas le bout du tunnel, quoi. Et puis en plus, 200 grammes semaine, du coup, ça voudrait dire qu'il y a plein de moments, enfin, il y a potentiellement des moments où le poids de corps il remonte. Bah, Enfin, t'as tu vois. intérêt d'être un robot parce que le 200 grammes semaine, ça veut dire un déficit très léger. Donc, C'est-à-dire que ça y est, tu manges un repas à l'extérieur, c'est fini, ouais. C'est fini. Donc, je suis pas un. Je pense que en fait, c'est beau dans la théorie. Dans la pratique, en général. Ouais, je pense qu'il n'y a rien de plus restreignant qu'un déficit pas agressif. Ouais, bah ouais, de fou. Sur du long terme, t'es en mode. Ça, celui-ci, tu le mets dans le teaser, ça. Ma phrase. J'espère que je la retrouverai. Hein. Ouais. Je pense que je regarde les podcasts maintenant, donc. Je la retrouverai. Je regarde les podcasts maintenant. Ah, ok. Bah oui, parce que du coup, je fais la caméra. Ah oui. Parce qu'en fait, tu sais que je me rendais. En fait, moi maintenant, c'est moi qui fais les changements de caméra parce que j'ai trouvé comment le faire sur Premiere Pro et que ça rentre bien. En fait, mec, c'est impossible pour eux de faire bien. Ah ouais. Mais mec, même moi en français, j'ai du mal des fois. Ah ouais. Des fois, je dois repasser pour que ça soit bien. Donc, mec, dans une autre langue, laisse tomber. Hein. C'est impossible, gros. Parce que du coup, on les jugeait un peu parce qu'on trouvait que c'était éclaté. En fait, ils parlent pas notre langue, donc en fait, ils captent pas quand. Moi, ça m'énervait. Il faut pas leur tasser. Non, mais oui, en vrai, c'est sûr, c'est pas évident. Et quand je disais dépendant de l'environnement aussi, je pense qu'il y a des gens qui, des fois, qui ont un environnement. Je pense que l'environnement en déficit, c'est un des trucs les plus importants. Et de manière générale, dans votre environnement, bah, le contexte global, quoi. Qui est avec, par exemple, est-ce que au travail, par exemple, est-ce qu'ils vont avoir beaucoup de tentations au niveau de la nourriture? Est-ce que quand ils sont chez eux, ils ont quelqu'un qui les soutient, ou quelqu'un qui va bouffer McDo devant eux, ou qui va bouffer des cookies devant eux? Ah, tu vois? Moi, je te soutiens pas, moi. Non, toi, t'en as un avant les, mais moi je m'en fous. Mais tu vois, ce truc-là, je trouve que ça a un impact de fou. Et d'ailleurs, au-delà de la sèche, de manière générale. Hein. Je pense que ton environnement, c'est genre. Ah bah, c'est ton état psychologique, 100%. Mais mec, c'est, je pense, un des trucs les plus importants. Ce qui fait que nous, on avance de ouf là aussi dans nos projets, c'est qu'on est juste tous les deux dans un pays de l'Est et qu'on a que ça à faire. En gros. C'est ça. Enfin, après, c'est ce qu'on kiffe faire, hein, mais voilà, notre environnement est optimal pour ça, tu vois. 100%. Chose qu'on n'aurait pas si on était ailleurs, je pense. Ah, mais 100%, mec. Enfin, si on était chez nous, là, ce serait différent, quoi. Bah, déjà, ça avancerait pas aussi vite parce qu'automatiquement, on serait pas à côté. Enfin, il y aurait la friction entre les moments où on demande des choses, etc., où on veut avancer. Mais même, enfin, en vrai, déjà, moi, quand j'étais en France, je sortais pas beaucoup. Oui. Mais là, on a quand même optimisé notre vie en termes de temps. Hein. Le drive qui arrive. Enfin, tu vois, tout est. Oui. Tout est cadré, quoi. Ouais, c'est sûr. Puis, bah, oui, c'est sûr, de manière générale, ouais. Après, c'est vrai que là, ça commence à tirer, en vrai. Bah, tu vas être content de rentrer, je pense. Hein. Ouais, en vrai, je pense que je vais être content de rentrer quand même. Je suis content de rentrer, vu que, bon, déjà, c'est pas pour si longtemps que ça, c'est pour juste 2 semaines au final à Tours. Ouais. Mais c'est pile assez, tu vois, pour pas non plus être trop loin de l'environnement de base, de travail. Mais bon, même si je vais travailler quand même bien. Hein. Moi, je serais bien resté quelques semaines un peu plus là, parce qu'en fait, on a eu des gens. Toi, du coup, ça va pas être beaucoup, toi, en plus. Hein. Bah, ça va être un mois, ouais. Mais bah, moins d'un mois, est-ce que tu vas être à Marseille Oui, mais je vais bouger. Ouais, mais du coup, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de temps là. C'est vrai que toi, là, t'es dans un truc depuis assez. Bon, il y a eu les vacances là quand même. Mais sinon, t'étais un peu dans le grind. Moi, j'ai eu quand même j'ai un petit peu plus bougé. Ouais. Mais du coup, j'aurais bien là passé plus de semaines tranquille, tu vois. Ici, tu veux dire en Roumanie? Ouais. Ah oui, ok. Parce que bah, du coup, là, il y a Bertrand qui est venu la semaine dernière. Bah, moi, j'aurais pu passer longtemps là. Ouais, je suis pas parti, je pense pas que. Ouais. Je pense pas que je serais rentré. Enfin, après, c'est bien parce que moi, je m'étais dit que j'allais rentrer justement en gros 4 fois par an, tu vois. Ouais. En gros, tous les 3-4 mois, tu vois, on va dire. Je pense que c'est pas mal. Hein. Oui. Pour feed un peu ta famille, pour te feed toi-même. Enfin, c'est bien, tu vois. Tous les 3 mois, une semaine, tu vois. Là, je fais 2 semaines, tu vois, mais c'est vrai que je pense une semaine, c'est bien déjà. Oui. Je fais 2 semaines plus par conséquence du fait que. Que je sois pas là pendant un moment. Ouais, quoi qu'en vrai, 2 semaines, c'est bien. Puis après, aussi, parce qu'il y avait aussi RTS d'après, quoi. Non, puis en vrai, je dis ça, mais 2 semaines, c'est bien parce que ça te permet de faire 2 week-ends où tu vois peut-être des gens différents. Tu vois. Ouais. Parce que une semaine, il suffit que le week-end t'arrive et qu'en fait, je sais pas, moi en semaine, je bosse comme un ouf, quoi. Donc, je sors pas en semaine. Donc derrière, ça limite aussi. Hein. Et puis après, moi, je sais que pendant un moment, là, je vais plus. Enfin, là, ensuite, quand je rentre en avril, ce sera début mai. Enfin, du coup, on va être début mai quasiment. Moi, ça va être. Là, après, bah, on sera sur les. De toute façon, après, la prochaine mai, fois, juin, c'est juillet, pour les prep, août. Septembre, dans 5 mois, il y aura. Donc, ça sera là un peu plus all-in. Ouais. Il y aura plus de sorties plus. On va dire. Oui, la prochaine fois que tu rentres, là, c'est pour la. Je pense, hein. C'est pour la compète, hein. Ouais, il y a des chances. Je pense. Ouais. Ce sera du coup en septembre. Ouais. Enfin, ça dépend après ce que tu veux faire avant, dans le sens où
Quel Mec, avant l'après, moi je rentre pas chez moi. Hein. C'est la pire idée du monde, gros. Ça va être trop dur si je rentre chez moi. Ouais. J'ai trop d'habitudes de merde chez moi, manger des Kinder Country. J'étais là quand je vais aller chez moi, déjà, je pense que gros, ça va. Ah bah, tu vas te restreindre. Je vais avoir les bonbons devant mes yeux. Et pourquoi t'aurais les bonbons devant tes yeux? Parce que chez moi, gros, il y a des billets de placard avec des bonbons, des gâteaux et tout. Heureusement que c'est le début de prep. Hein. J'ai chaud. J'ai chaud, dans tes cas, ça va le faire, mais. Parce que j'ai dit ça à maman au téléphone. Je lui ai dit, ça va être dur les gâteaux là. J'achète pas trop de gâteaux. Mais ouais. En vrai, parce que moi, du coup, je reviendrai potentiellement, parce que tu sais, moi, les preps, les compètes, ça va commencer en fin août. Je crois que j'ai Charlène qui fait sa première. Tu y vas? Oui, bien sûr. J'y vais. Tu rentres en France, du coup? Ouais. Je pense que je ferai un gros mois, à mon avis, en France. En août? Mec, je vais tellement voyager en août. Enfin, Comment, non, fin août, début septembre. Fin août-septembre, mec, je vais carburer. Hein. Moi, je pense que je reviendrai plus tard. Hein. Ouais, bah, si tu veux. Ça va, je resterai dans mes petites habitudes. C'est bien, comme ça, je serai moins irritable. J'aurais moins envie de t'étriver sur la fin de prep, ça sera bien chaud. Ah, c'est vrai que les dernières semaines, du coup, je serai pas avec toi. Surtout si t'oublies de mettre ton bol dans la vaisselle, je vais t'éclater. Je pense qu'en fin de prep, j'aurais envie de t'enculer. Mais là, t'as plus trop du bail, là, on dirait. Non, ouais, ça, j'ai juste dit un bol. Non, en vrai, ça va. En vrai, tu fais des efforts, je trouve. Je fais des efforts de fou. Et vas-y, on dirait que je suis une catastrophe. Non. Non, en fait, il oublie juste des fois de mettre ses trucs dans le lave-vaisselle alors que c'est à 2 mètres. Toi, t'oublies rien, peut-être. J'oublie quoi, moi? Des fois, t'oublies tes trucs aussi. Oui. Voilà. Mais moi, j'oublie des trucs plutôt sur. Ouais. Où tu. Ouais. Ferme ta grande gueule. Toi, t'oublies juste de mettre dans le lave-vaisselle. Hein? Tu veux balancer des choses, tu vas voir. Tu vas balancer quoi? T'inquiète pas. T'inquiète pas. Stresse pas. Je suis mort. C'est règlement de compte sur une traîneur épisode 10. Bon, revenons-en à notre sujet. Ouais, Sèche bah. agressive ou pas agressive? Bah, du coup, c'était quoi que t'avais dit, toi? Moi, j'avais dit que ça va dépendre également du body fat. Mhm. Parce que si le body fat il est assez bas, bah, potentiellement pas faire une agressive. C'est pour ça qu'on s'y prend comme ça avec Romain et avec tous mes athlètes, même Romain aussi de son côté avec ses athlètes. T'insinues que je suis gros? Oui. Ok. Non, en vrai, t'es sec encore. Hein. Oui, ça va. Ouais, bah déjà là, je trouve que t'as déjà séché. Hein. Ouais, j'ai séché, c'est factuel, t'as séché vu que t'as pas eu du Oui. poids. Et en ça plus, se là, voit. ça se voit. Ouais. Ouais. Le dos, ça se voit déjà. Bah, je trouve les épaules. Là, je Ouais. pense, mec, dans 2 mois, je vais être bien. Là. Ouais, dans 2 mois, tu vas être plage. Ouais. Tu vas Je vais être, être bien. Je vais être plage. Tu vas être ouais, tu vas être sèche de plage, tu vois. Ça sera bien, on sera pile dans les dates. Ouais. Il y a Tu pas de iras pas à plage, la plage. y a pas de plage en Roumanie. Si, il y a des plages en Roumanie. Ouais, pas à Bucarest. Hein. Oui, bah à Bucarest, mais il y a des plages en Roumanie. Oui. Ah, comment ça s'appelle Constantin. Constantin. Dépendant du passif également de la personne, si elle est si elle a été beaucoup trop dans des diètes qui sont agressives et que elle a tendance à binge ou quoi, ça peut effectivement être quelque chose à éviter. Ouais, je pense Et- quand t'es dans ce genre de contexte, je pense qu'il faut essayer de trouver, avant de vouloir baisser, faut juste trouver un truc où la personne adhère, tu vois. Bien sûr. Et dépendant de la capacité à endurer la faim aussi. Il y a des gens qui ont vraiment faim très très rapidement. Alors c'est pareil, il y a des gens qui ont faim très rapidement, mais qui, c'est aussi à avoir en tête, il y a des gens aussi qui vont avoir faim genre à 1800 cales autant qu'à 1200, tu sais. Mhm. Et du coup, derrière, en fait, si t'as faim, bah, autant peut-être avoir, je vais pas dire plus faim, mais autant avoir juste la même faim avec moins de cales, pour du coup, peut-être un petit peu plus faim, factuellement, tu auras potentiellement un peu plus faim, mais tu vois, qu'il n'y ait pas non plus un gros gap, mais que ça aille vite, tu vois, qu'on puisse vite sortir Ouais. cette phase où t'as faim, et où du coup, tu aurais potentiellement envie de craquer, tu vois, Et qu'il y ait de la motivation parce qu'il y a des résultats, quoi. en plus. Et je pense que je pense que le fait de voir des résultats t'amène à avoir encore plus envie de suivre le plan, même si t'as faim. C'est Ouais, pareil, ouais. il faut être aussi prêt à avoir faim lorsque tu Bah, es en oui. sèche. Hein. C'est quelque chose de logique. Hein. Moi, quand je vois des gens qui ont faim, bon bah écoute, moi je traque la faim, je pense que tu la traques aussi. Oui, peut-être. oui. Je traque la faim sur une échelle de 1 à 5. Mhm. Et typiquement, quand la personne me met genre 1, c'est qu'elle a pas faim, tu vois. Je pense que je vais rajouter 0 d'ailleurs, parce que ça pourrait être bien de mettre 0 en mode j'ai 0 appétit, Ouais. tu sais. Mais là pour l'instant, je traquais juste de 1 à 5. Donc 1, t'as pas faim. 2, 3, tu commences à avoir faim, genre une heure. D'ailleurs, c'est bien de préciser en tant que coach qu'est-ce que tu entends par 2, 3, 4, 5, tu vois. Donc 2, 3, en gros, c'est que t'as faim. Ouais, Genre, tu mets contexte à côté de 2 heures, ouais, ça pourrait être bien. Ouais. 1-2 heures après avoir mangé, tu vois, on va dire. Et 4-5, c'est là, tu crèves la dalle. Tu Ouais, vois. t'as vraiment faim. 5, t'en peux plus. 5, en fait, il faut se dire que 5, t'en peux vraiment plus. Ouais, tu vois. 5, t'es en train de ramper tellement t'as faim, tu vois. Et ça. Mais et je pense qu'il y a un truc qui est important à définir, c'est surtout la grosse différence entre avoir faim et avoir envie de manger. Mm. Et ça, je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas du tout la distinction. Mm. Que faim, c'est quelque chose de vraiment physiologique. Genre vraiment, ton corps t'envoie des signaux que t'as faim, t'as le ventre qui Ouais. gargouille, ce genre de choses. T'es faible. Mais quand t'as envie de manger, c'est plutôt un truc assez émotionnel finalement. Mm. Et ça, c'est bien de le différencier. Tu vois, j'avais une cliente avec qui on a vraiment différencié les deux parce que elle me dit j'ai tout le temps faim. Mm. Je pense que t'as pas tout le temps faim.
t'as tout le temps envie de manger. Mais c'est deux choses vraiment différentes et c'est pas facile à se rendre compte de ça parce que en fait, si tu dans ta tête tu t'es dit que t'avais tout le temps faim, en fait t'arrives pas à différencier les deux. Combien de temps doit durer une sèche? Alors, moi j'ai pas mis de point là-dessus parce que du coup j'étais d'accord avec toi. En vrai, je pense que le mec les sèches trop longues c'est dur. Hein. Ouais. Je vois souvent les mecs qui je vois qui font des sèches trop longues, ils ont tendance à après se venger un peu, tu vois. T'as un peu une vengeance sur la bouffe après. Et je pense que par contre, quand on a un point de départ où en fait la personne est relativement fat et on veut vraiment que elle a envie de vraiment perdre du gras, tu vois, c'est sa priorité. Programmer des diet breaks régulièrement, quoi. Mais des vrais diet breaks, des fois une semaine c'est pas assez, tu vois. Alors, je pense que si ça dure trop longtemps, c'est que potentiellement il y a peut-être une strat qui a pas été très bien choisie, tu vois, parce que potentiellement ça voudrait peut-être dire qu'il n'y a pas forcément une adhésion qui a été 100%, tu vois. Après, imagine le mec il a 20 kilos à perdre, tu vois. Oui, ouais, mais non, 20 kilos à perdre, tu peux faire 10 kilos, 100%. Un mois de diet break. Ouais. Et après, hop, tu refais la phase de 10 kilos. J'avais en tête pour quelqu'un qui était genre un petit peu sec, enfin, t'es déjà qui était pas en surpoids, tu vois. Quelqu'un qui veut juste sécher un peu. Mais oui, effectivement, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans le point numéro 1, ça va dépendre du point de départ. Si vous avez quelqu'un qui est en situation d'obésité ou quelqu'un qui est en situation de surpoids, derrière, automatiquement, c'est beaucoup, beaucoup plus long que quelqu'un qui est juste un petit peu fat et qui veut perdre du gras ou qui est en fin de bulk et qui veut sécher. Donc ça va dépendre vraiment de ce point-là, hein, à mon avis, à mon sens. Et bien sûr, ça peut être aussi intéressant si vous planifiez, comme tu l'as dit, une sèche assez longue, que ce soit pour quelqu'un qui est en situation d'obésité ou non, de planifier des diet breaks quelquefois. Mais pas non plus au hasard, dans le sens où là, tu vois, je coach plusieurs personnes qui sont en situation de surpoids. Et du coup, le fait de voir qu'ils perdent, ils sont trop motivés. Et je sais que là, si on planifierait un diet break, tu vois, ce serait contre-productif de fou, tu vois. Je trouve qu'un diet break, c'est un peu comme un deload. Ça peut se planifier en avance, mais ça doit surtout se planifier en conséquence des données que tu analyses, quoi. 100%. Et par contre, je pense que souvent parfois, par contre, si vous voyez que les clients n'adhèrent pas, c'est le rôle du coach pour moi de dire en fait là il faut changer de phase, tu vois. Parce que tu sais, des fois ils vont dire ouais non mais je vais perdre du temps si je repars si je suis plus en déficit, ça sert à quoi? En fait tu es en train de perdre du temps puisque tu n'adhères pas. Donc remettons des calories, remettons tes signaux de faim plus dans le vert, mentalement te mettre plus dans le vert sur la bouffe. Et en fait, t'as l'impression d'en perdre du temps, mais tu fais juste un petit pas en arrière pour en faire 8 en avant. En fait. Ouais, 100%. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que à vouloir trop être dans la communication avec ses clients, quelquefois on se laisse influencer par ses clients. De fou. Et tu sais, c'est un peu faut trouver vraiment le juste milieu, tu vois, parce que tu vas avoir à l'opposé, tu sais, aux deux extrêmes, tu vas avoir du coup le coach qui va pas du tout écouter son client, qui est un vrai con, honnêtement, tu vois, et qui va juste mettre en place le plan et ferme ta gueule, suis-le, si tu le fais pas, c'est que t'es pas discipliné, tu vois. Bon, t'as du coup ce coach là à l'opposé, et t'as à l'autre opposé le coach qui va être du coup beaucoup trop friendly et qui va limite suivre son client. Bon, en réalité, on est jamais, on est souvent un peu dans le spectre, au milieu, tu vois, ça dépend des moments et tout, des personnes. Mais je pense qu'il faut à chaque fois, en fonction des situations, trouver le juste milieu pour pas se laisser justement trop influencer par le client qui du coup va avoir des fois des idées arrêtées sur des choses, qu'il n'est pas coach des fois le client, même s'il est coach il peut être biaisé aussi, mais pas non plus être trop dans cette directive, tu vois, dans cette façon d'être ultra dirigeant. Donc faut trouver quand même le juste milieu. Et moi-même ça a pu m'arriver des fois de me laisser influencer par une envie d'un client. Ouais, moi aussi. Et tu sais, je vais pas dire par faiblesse, mais sur l'instant T, tu sais, je sais pas, tu dirais vas-y, pourquoi pas, vas-y, on drop les cales maintenant, alors qu'en fait ça se passait bien, ou au contraire que on devait peut-être, tu vois, continuer un peu le surplus, et je me suis dit bon vas-y si tu veux on drop, parce qu'il insistait, enfin tu vois, ou elle, et du coup c'était pas forcément le meilleur choix parce que je me suis laissé influencer, tu vois. C'est normal d'avoir, tu sais, quand t'as plein de clients, et tu peux faire des erreurs quelquefois, tu vois. Après tu reviens en arrière, puis la semaine suivante, tu vois, finalement on n'aurait pas dû faire ça, hop on revient en avant, tu vois. Donc faut trouver vraiment le bon juste milieu dans la communication, ou du moins dans l'influence que la communication peut avoir. Que faut que votre client il puisse savoir qu'il peut vous parler, mais il faut que vous puissiez filtrer ce qu'il vous dit et prendre en compte que ce qui est intéressant et agir bien en fonction de ce que vous observez, quoi. Et puis parfois le client il a pas les datas que toi tu as, réellement il le recule sur les datas, c'est ça, et donc du coup il est biaisé, et du coup c'est aussi ton rôle de lui dire en fait c'est ça qu'on doit faire, en fait c'est ça, et là quand on parle du diet break, moi ça m'est arrivé plusieurs fois avec plusieurs clients de leur dire en fait qui me mettent en avant, non moi je veux continuer le déficit, je pense que c'est le mieux, et moi je lui dis non en fait c'est pas le moment, c'est une idée de merde, tu vois. Et j'insistais parce que je sais, et sur le moment c'est un truc que j'avais pas beaucoup fait avant, maintenant que je l'ai pratiqué, en fait je me rends compte que putain mais
c'est la putain de solution en fait. Quand quelqu'un n'adhère plus, en fait, au bout d'un moment, si ça fait 12-16 semaines qu'il est en déficit, mais un putain de diet break quoi. Et si la personne ne veut pas, tu lui dis si en fait, tu vas faire un diet break parce que ça sert à rien ce que tu fais là. Oui, des fois, faut être dirigeant. Faut être, mais clairement. Ouais. Mais en fait, là, regarde les datas. Ouais. Tu lui mets devant le nez, regarde en fait ce qui se passe. Ça fait 3 semaines que là, ton poids il drop pas, t'es pas en déficit en fait. Et du coup, tu craques, tu te sens pas bien, tu culpabilises. En fait, c'est de la merde comme truc. Mais tu vois, c'est bien parce que tu dis, faut être directif, mais il faut que tu expliques. Ah oui, parce ça, que faut pas dire juste. Ouais, parce que du coup, tu vois, il y a des coachs qui voudront même pas se faire chier et qui vont juste te dire, bah non, mais tu fais un diet break. Ouais, pourquoi ? Parce que c'est le moment. Ouais, et souvent, si tu t'as des coachs, si tu si tu poses des questions, c'est que tu remets en question ce qu'ils disent. Ego, le petit hamster qui commence à tourner. Ah, tu remets en question ce que je dis. Ah, machin. Alors qu'en fait, t'as juste envie de savoir, tu sais. Mais oui. Moi, ça m'est déjà arrivé de discuter avec des gens, tu vois, et d'essayer de comprendre pourquoi tu faisais telle ou telle chose dans une programmation, tu vois, et qu'ils le prennent mal. Alors qu'en fait, je voulais juste savoir, tu vois. Pas quand j'étais coaché. S'ils le prennent mal, mec, c'est qu'ils savent pas pourquoi ils font ça. Ouais, bien sûr. Mais c'est tout le problème en fait. Et le nombre de coachs que j'ai vu, du coup, pareil, des gens. Alors, du coup, moi, j'ai pas beaucoup été suivi par énormément de coachs, mais des gens que je voyais, tu vois, qui étaient coachés. Le nombre de gens qui m'ont raconté des trucs comme ça, où genre tu leur demandes pourquoi. Bah, parce que. Ou juste, genre, bah, pourquoi tu veux savoir. Genre, tu remets en question ce que je fais et tout. C'est vraiment une mentalité de gogol, je trouve. Mais un truc de fou, mec. En plus, c'était à ce point-là fragile au niveau de ton travail. Puis en plus, vas-y, frère, on parle de programmation. Enfin, tu vois, ça y est, tout ton estime de toi repose sur ta capacité à créer un bon programme. Ah, putain, mon pote. Tu devrais peut-être te former un peu plus alors. Ouais, c'est abusé, quoi. Mais je pense que c'est parce qu'ils savent pertinemment que ce qu'ils font, c'est. Soit ils savent. C'est ultra bancal. Ouais. Ou en tout cas, ils veulent surtout pas expliquer parce que bon, ils savent que leurs théories sont vachement bancales. Parce que moi, je connais pas un seul coach qui s'y connaît réellement, qui s'est formé, mais qui n'a pas envie d'expliquer, tu vois. Ouais, bah non. Et qui a un problème à expliquer. Parce qu'il est content d'expliquer. En plus, ça flatte l'ego. Enfin, tu vois, tu expliques, parce que tout le monde a un ego. Faut arrêter avec t'as un ego, machin. Tout le monde a un ego. Ouais. Mais ça flatte l'ego d'expliquer quand tu poses une question sur ton programme. Si moi tu me poses une question sur pourquoi j'ai créé ce programme-là, que je sais le justifier, bah je le dis, tu vois. Et aussi pareil, les fois où j'ai pu, des fois ça m'arrive de faire des fois de programmation qui sont probablement liés à un biais de ma part parce que en fait je me dis que ça peut être pas mal ou où j'ai pas forcément en tête l'explication. Bah si on me pose la question, je le dis, je dis bah écoute, moi c'est un truc que je fais, j'ai pas en tête, mais tu sais ça m'est déjà arrivé d'utiliser un matériel, j'ai plus en tête pourquoi. Mais ça m'arrive souvent de le dire pour le RDL aux haltères. Je dis moi je t'ai mis du RDL aux haltères parce que moi je sais que j'aime bien ça. Ouais. Ça veut pas dire que tu veux pas le faire à la barre, mais moi je trouve que c'est un peu plus confortable. De façon anecdotique, je trouve que c'est souvent ce qui fonctionne le mieux, tu vois. Et je dis, je suis sûrement biaisé parce que moi-même j'aime ça. Et je le dis quasiment tout le temps dans mes retours parce que. Mais et tu vois, les gens ne le prennent jamais mal. Non. Enfin, tu vois, c'est plus chelou de dire, mais si ça fonctionne, si t'inquiète, ça fonctionne sur moi. Ou ça fonctionne sur tous mes clients, pourquoi ça fonctionnerait pas sur toi ? Vas-y, toi. C'est un truc de gogol de faire ça. Mec, c'est gros, il y a un nombre de gens qui font ça. Ouais, bah oui. C'est abusé, hein. On va juste finir, là, il nous reste 10 minutes. Un truc que je trouve très important à parler. Sécher sans peser, est-ce que c'est possible ? Oui. Non. Ah bon ? Ah bon ? Bien sûr que c'est possible. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant de souligner ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui, du coup, sont complètement perdus quand ils ont des clients qui ne veulent pas peser leurs aliments. Et les mecs, ou les filles, remettez-vous, reprenez la base. Comment est-ce qu'on perd du poids ? Déficit calorique. Comment est-ce qu'on est en déficit calorique en mangeant moins que ce qu'on dépense ? Certes, vous aurez moins de contrôle et vous serez moins sûr à 100% que votre client va perdre du poids. Mais ça ne vous empêche pas que vous pouvez du coup à ce moment-là traquer les différentes données du poids de corps, voir si le poids de corps il baisse, avec du coup des aliments que vous planifierez en amont sans les quantités, mais juste vous dites bah écoute là tu manges du riz ou des pâtes. Tu vois, et limite ce qui peut être intéressant c'est que, et moi c'est ce que je fais quand j'ai eu le peu de fois où j'ai pu avoir des gens qui voulaient pas traquer, parce que c'est pas quand même pas très courant. J'en ai pas mal mec hein. Parce que en fait pareil, je pense que je suis biaisé, donc moi si la personne elle veut pas vraiment traquer, moi j'ai aucun souci à ne pas traquer. Pour moi c'est loin d'être obligatoire, tu vois. À tout traquer et ça m'arrive du coup souvent de le faire. Donc moi je pense que je suis assez à l'aise avec ça parce qu'en fait t'as plein d'autres métriques, genre l'indice de satiété des aliments par exemple. Tu peux, si elle fait des repas libres, tu lui dis de les cocher, tu mets contexte, qu'est-ce qu'elle a mangé dans ses repas libres. Ok, elle arrive pas à perdre du poids parce que le poids descend pas. Ok, combien de fois c'est quoi ta fréquence de repas. Est-ce que tu bois des sodas. Tu vois, en fait, t'as tellement mec de trucs, d'outils. Et il faut juste qu'à ce moment-là, on n'est plus sur simplement une gestion robotique de la programmation, mais on est sur réellement du coaching. C'est hyper intéressant d'ailleurs. Et c'est-à-dire qu'il doit y avoir réellement
une communication poussée avec le client, une recherche de solutions, et c'est pas simplement ok vas-y tu perds pas de poids, ok vas-y je baisse ta diète, tu vois. Bah oui, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est aller chercher, ok, pourquoi, est-ce qu'il y a une question d'adhésion, c'est quoi tes habitudes, est-ce que quand t'es à la pause avec tes collègues, là, tu manges pas un chocolat aussi avec eux? Enfin, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça où tu peux poser la question. Et c'est clair que si vous êtes juste capable de faire des plans de diète et avec des calories ou des diètes flexibles, bah en fait vous êtes un coach à méthode. Puisque vous n'êtes pas capable, enfin c'est une méthode et vous n'êtes pas capable d'en faire d'autres, quoi. Ce qui ne veut pas dire que c'est grave à l'instant T, ce qui veut juste dire que vous devez maintenant réfléchir, en ayant ça en tête, à une façon d'accompagner vos clients qui ne veulent pas du coup peser leurs aliments. Parce que c'est pas grave, enfin faut pas prendre ça comme une insulte, tu vois. C'est juste que maintenant, si vous avez ça en tête, enfin si par exemple vous êtes un coach qui là n'arrive pas du coup à créer des plans vis-à-vis de clients qui ne souhaitent pas peser les aliments, bah, au lieu de vous dire je prends pas de clients comme ça, ou de les forcer à suivre un plan fixe, bah essayez de trouver des méthodes, des documents qui vous permettent justement de peut-être, moi ce que j'ai fait à l'époque, j'ai listé clairement, parce qu'en fait c'est un peu plus restrictif du coup finalement ironiquement de ne pas traquer ses calories, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc ce que vous devez faire, c'est lister des aliments, des choix alimentaires que les personnes peuvent faire. Ils font les choix qu'ils souhaitent. Vous pouvez faire éventuellement un journal alimentaire, comme ça, elle note vraiment tout ce qu'elle mange. Une fois que c'est noté, bah, du coup, vous observez un petit peu le journal. Alors, c'est sûr, les bilans durent peut-être un petit peu plus longtemps, il y a peut-être un petit peu plus de choses à dire. On n'est pas simplement sur regarder les données. Vous regardez les données également, ce qui sont complétés. Vous lui faites remplir un questionnaire sur comment s'est passée la diète. Est-ce qu'il y a eu des repas libres? Est-ce que du coup, au niveau des aliments, il n'y avait pas d'autres choses qui étaient consommées que ce qui était que le plan initial, on va dire, parce qu'on pouvait très bien mettre des choix alimentaires à la base, avec des options de modification. Alors, certes, les variations de calories vont peut-être être de 300, 400 calories quelquefois, tu vois. Mais si on passe de quelqu'un qui était par exemple en surpoids ou en situation d'obésité et qui se met juste à manger sainement, bah, il va perdre du poids, même s'il pèse pas les aliments. Et s'il se contente de manger des aliments qui sont sains, quand je dis sain, je m'entends, c'est-à-dire qu'ils ont moins de calories, on va dire, plus bruts, avec un indice de satiété qui est un petit peu plus important, plus de fibres, etc. Plus des légumes, des fruits, enfin, tu vois, tous ces aliments-là qui n'ont pas un goût de reviens-y, tout simplement, tu vois, c'est con, mais c'est vrai. Donc déjà, si la personne fait ça, il va y avoir de bien meilleurs résultats et elle peut perdre du poids très rapidement, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? T'as un truc que tu voulais dire par rapport à ça? Il y a surtout aussi le truc qu'au-delà d'utiliser les gens qui ne veulent pas peser, il y a aussi des gens qui ne peuvent pas peser. Et pareil, vous faites quoi du coup? Ces personnes-là, vous dites bon bah tu peux pas perdre du poids. Enfin, super. Si, en fait c'est complètement possible, c'est juste. Je pense qu'il y a moyen d'être très créatif dans ce genre de contexte et de trouver toujours des solutions. Et après c'est juste soit vous êtes des champions du monde pour trouver des solutions, soit vous êtes des champions du monde pour des excuses et dire bon en fait c'est trop dur, la flemme. Donc je pense que pour être un bon coach, vous devez être un champion du monde pour trouver des solutions. Et putain, ça va être dans le teaser. Ça va être dans le teaser. C'est pas parce que vous traquez vos calories que vos clients doivent les traquer. C'est pas parce que vous choisissez une méthode que c'est forcément la méthode qui va correspondre à tout le monde et qui est la méthode à suivre que machin, d'accord? Gardez ça en tête quand vous coachez, à mon sens, c'est important. Et je dis ça en ayant été la personne aussi qui traquait mes calories, enfin qui le fait encore, mais qui avait du mal aussi au début à accompagner des gens qui ne traquaient pas leurs calories. On le mettait en avant au début. Ouais, au tout début. Avec l'expérience, si ça vient. Mais en fait, avec l'expérience, puis juste, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un plan. Enfin, tu vois, mais quand je dis créer un plan, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, là, je vais créer un template, tu vois, avec des aliments, du coup, des choix alimentaires, machin, tu vois. Et à ce moment-là, du coup, une fois que quelqu'un veut pas suivre un plan classique, et en réalité, moi, ça m'arrive très très peu honnêtement, même si je le demande à la base, je me demande est-ce que tu veux un plan fixe, du moins avec des calories, des quantités, ou est-ce que tu préfères des guidelines, des lignes directrices au niveau des choix alimentaires. Et là, quasiment tout le monde me choisit des plans, on va dire, avec des calories. Ouais, moi aussi, mais c'est quelque chose qui est possible. Et c'est quelque chose aussi qui est possible d'implémenter dans le coaching en lui-même. Enfin, dans le sens où je peux commencer très bien avec des calories à traquer. Oui. Au fil du temps, tu vas passer sur une diète un petit peu plus ad libitum, entre guillemets, où la personne, du coup, juste choisit des choix alimentaires et mange à sa faim, en gros. C'est plutôt une bonne chose à long terme, puisque on sait que tu vas pas traquer toute ta vie, tu vois. Donc, avoir aussi des post-perte de poids, voir si, ok, on a de libitum, on tend vers quelque chose où ça se passe bien, où tu as des bonnes habitudes, c'est quand même bien, tu vois. Et vous pouvez aussi très bien commencer avec une diète, on va dire, comme ça, à libitum, et plus tard, passer sur du tracking. Et rien ne vous empêche de commencer comme ça, j'en parlais avec une coach il n'y a pas longtemps, là, de commencer comme ça avec votre client qui n'a pas forcément envie de peser, et petit à petit, dans le coaching, lui dire, écoute, là, imaginons, tu vois que le poids il perd, très bien, si tu vois que le poids il perd pas, peut-être lui mettre en avant, écoute, là, soit si ça vous trouvez des solutions ensemble, mais lui suggérer que ça pourrait être intéressant peut-être de traquer les calories, au moins ne serait-ce que durant un temps pour estimer un petit peu les quantités déjà, tu vois. Et puis lui expliquer pourquoi, parce qu'on voit que ta stratégie là en termes d'ad libitum, quand on fait confiance peut-être à ta société, à
ça a pas l'air de marcher. Et du coup, peut-être que c'est pas la bonne stratégie pour toi. Je pense qu'on pourrait essayer une autre stratégie et voir si ça te permet d'être plus précis, quoi. Ou aussi, ce qui peut être aussi intéressant, c'est potentiellement de traquer des fois certains aliments, certains repas ou certains aliments, et pas forcément tout traquer, tu vois. Oui. Avoir juste dans ce qui est le plus simple à traquer, traquer et laisser. Parce que des fois, je sais pas, la personne elle est le midi, elle mange au resto avec. Enfin, tu vois, c'est toujours des trucs comme ça. Essayer d'avoir du contrôle sur ce que tu peux, ce qui est simple, et ce que tu peux pas, t'essayes d'avoir des guidelines pour optimiser au maximum, quoi. 100%. 100%, parce que automatiquement, derrière, ça peut aussi jouer, on va dire, sur. Comment dire? Enfin, par exemple, le matin, tu vois, tu pourrais très bien dire le matin, je traque ton petit déj. Généralement, le petit déj, c'est un truc que tu sais pas cuire, c'est souvent assez simple. T'as beaucoup de volonté le matin parce que tu viens de te réveiller. En plus, donc c'est rarement le truc où tu vas binge, tu vois. Je sais pas, si tu manges du pain de mie avec des œufs, tu manges 2 œufs et 3 tranches de pain de mie, tu vois. Enfin, tu vois, en soi, ça le fait. Et tu n'as pas besoin de peser. Enfin, tu le vois que c'est écrit, tu vois. Oui. Je te dis ça au hasard, mais tu vois l'idée. Donc ouais. Je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête et d'avoir, comme tu disais, ne pas être un coach à méthode, encore une fois, et avoir plusieurs outils dans votre boîte à outils. Ouais, je pense que c'est intéressant. Enfin, c'est important. Et ça conclut bien ce podcast, cet épisode 10. On n'aura pas fini. Non, on n'aura toujours pas fini cette partie-là, parce que de toute façon, on parle beaucoup trop avant. Et puis là, on a été un peu juste un niveau timing avec les reels qu'on a tourné avant. Des choses à dire, Romain, pour finir? Je suis fatigué, je crois. Moi aussi, et le podcast a été très très dur. Le podcast très dur. Pourtant, j'espère que ça vous aura plu, parce que nous, on l'a subi. On a bien dormi quand même cette nuit, mais vraiment, dinguerie. Ça n'a pas suffi. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura plu. On se dit à très vite. Yes, à la prochaine.